c'est l'occasion de regarder la version vidéo, hein, parce que là, vous avez One Piece de chez Wish. Hein, C'est One Wish. C'est One Wish. Le Lucas Rayjay. Oui, c'est ce que j'ai pensé en Rayjay. One Wish, c'est pas la fondation pour les enfants malades, ça? Il y a ça, mais c'est sur le Rayjay. Voilà, on va partir là-dessus. Faisons comme ça. N'est-ce pas? S'il fait bien lancer le son, je ne voudrais pas parce qu'on est chez Wish pour tout le reste. Même le son. Ah voilà. Je suis pas pirate, hein. Quand il fait aussi chaud, c'est une excellente idée de remonter 2 étages en courant pour faire une putain de connerie qui... Voilà, quasiment personne ne verra. Surtout sur du podcast à l'audio. Bon, bonsoir, saison 9, épisode 2 de Monsieur Série and Friends. Et on va vous parler de One Piece. Pour voilà, ceux qui ont l'image, ils s'en sont doutés, ça se voit, hein, ça crève les yeux. Ce n'est pas Tom Sawyer, ce n'est pas Jurassic Park pour Olivier. C'est un peu quand même. Il va nous dire qu'il a dépensé sans compter dans 5 secondes. Ou alors, ben voilà, il y a Quentin qui va vous faire une petite chansonnette voilà, pendant qu'on coupe la barbe. Donc il y a Sarah, qui était donc notre Tom Sawyer. Et donc, Florian qui lui, ben voilà, On a rien à foutre. a pas chapeau. Ouais. Et moi j'ai un chapeau trop petit pour moi parce que c'est pas du tout pour... Et ce qui est bien c'est que je fais de la pub pour Orpi. Voilà, c'est génial. Orpi, ça passe, hein. Or pirate. Hors pirate. Ou hors pirate. Or pirate, effectivement, pirate, or. Oh, je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien. One Piece. Effectivement, One Piece. Bon, voilà. Il fait... Ah, j'ai cru qu'Olivier allait dire quelque chose, non? Non. Tellement de trucs, non. Bon, comment allez-vous? À part la chaleur, la fatigue. Tu as tout résumé, hein. Voilà, c'est ça. On est J'aime bien, à chaud. 9 ans de podcast et j'arrive à résumer les trucs. Et voilà, je peux résumer tout ce que vous allez dire juste après aussi. On subit, quoi. Oh bah oui, c'est ça, on subit comme un peu tout. Juste la chaleur et la fatigue, hein. Toi, non, c'est... On subit aussi parfois. Vous me subirez, subirez ad lib, comme disait l'autre. Voilà, petit clin d'œil pour les vieux. Et bon, par contre, pas clin d'œil pour les vieux. Qu'avez-vous regardé ces derniers temps? Voilà, c'est la petite discussion d'intro, donc ce ne sont pas encore l'ERCO, mais voilà, qu'est-ce que vous avez fait niveau série dernièrement, Sarah? Eh ben, moi, j'ai regardé les 2 premières saisons de Yellow Jackets. J'avais commencé, en fait, Yellow Jackets il y a début juillet. Puis je m'étais arrêtée au milieu de la saison 1 parce que ça me saoulait un peu, et puis j'ai repris. Et en fait, c'est plutôt sympa. Le pitch, rapidement, c'est des lycéennes qui font partie d'une équipe de foot en 96, qui vont aller à un match au Canada, qui vont se cracher dans la nature et elles vont pas être retrouvées avant 19 mois. Donc on suit un peu leur périple de survival, comment elles vont réussir à s'en sortir ou pas. Donc c'est plutôt bien foutu, ça a des grosses vibes Lost. C'est avec Melanie Lynskey, que moi j'adore. Et donc j'ai découvert ça sur Canal. Alors il y a pas mal il y a beaucoup de flashbacks avant, après aussi, parce qu'on suit certaines survivantes qui, du coup, 20 ans plus tard, où est-ce qu'elles en sont, etc. Et bon, c'est sympa. Et puis après, c'est vrai que j'adore la bande originale. Il y a une playlist de chansons incroyables dans cette série, donc j'ai bien kiffé, donc j'ai hâte de voir la suite. Voilà. En espérant que ça ne termine pas comme certaines équipes qui se sont littéralement bouffées, n'est-ce pas? Eh ben, il faudra regarder pour le savoir, parce que voilà. C'est quand même bien gore. Tu m'étonnes. Et pour les non-abonnés à Canal, la saison 1 sur Paramount+. Ah oui. Pour les non-abonnés à Paramount+, ils font quoi? Ils font pirate? Les DVD. Ils sont en DVD? Oui, c'est vrai.
Ils sont Ok, elle est des... présentée comme iTunes, une... iTunes Ouais. est ton ami pour le Benelux, la France, la Suisse romande, l'Italie, Pas sûr. et la Roumanie. Tu vas dire quoi, Sarah? C'est vrai qu'elle s'est présentée comme une série Canal+, mais en fait, elle est sur Paramount+, c'est une série Showtime. Donc, Oui, mais enfin, Canal+ a conservé la première diffusion, mais après ça débarque sur Ah, Canal+. d'accord, Après. c'est pour ça. Ok, mais il la présente comme beaucoup de façon fausse, comme Non, un, Netflix. vrai. un truc En fait, original. ils ont fait un deal pour garder des séries Showtime en première exclusivité, Ah, ok. donc ils vont garder. Oui, mais Par c'est exemple, pas une- Dexter, c'est d'abord passé. Oui, mais c'est pas une prod. C'est pas une prod Canal, c'est juste qu'ils ont la première fenêtre. C'est ça que je veux dire. Oui, mais après, il y a plein de séries étrangères qui sont montées en série Canal+, en fait. Ouais. Ils Pas ont ça juste... très faire, mais... Marketing. Ouais. Non, mais c'est qu'il y en a plus en même temps. Bon, Olivier, ton côté. Oui, moi rien de toujours dans mes Good Wife, toujours dans mes Philadelphia, toujours dans. T'es good wife. Ah. Olivier a travaillé à la ménagère ces dernières semaines. J'ai oublié un mot, donc dans mes épisodes de Good Wife. Et là, je viens de commencer la saison 5 qui est juste incroyable. La guerre est déclenchée et c'est ouf. Il y a pas un épisode où je suis pas hyper tendu, donc c'est vraiment cool. Il vaut mieux pour être dans les Good Wife. Et Putain, ça va être long. Hein. ouais. Et titre. Donc, cacher de la sauce faisant foyer. Et voilà, enfin non, vraiment, enfin moi je le dis, j'ai l'impression de le dire toutes les 2 semaines, mais c'est vraiment c'est très 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 bonne série et là on touche, là on vraiment chaque saison est meilleure que la précédente, donc je m'éclate. Et puis sinon bah je continue Philadelphia. Je continue Mythic Quest, je continue... Ah oui, si j'ai... Attends, tu continues ou tu as commencé? Parce que tu n'avais pas encore parlé de Mythic Quest. Ah oui, si, ça fait un petit bout de temps que j'ai commencé Mythic Quest, j'ai un peu de mal à avancer. Je suis au début de la saison 3, donc j'ai déjà vu quand même pas mal de choses, et je suis pas forcément ultra convaincu par le truc, quoi. J'ai du mal à m'attacher aux personnages, j'ai du mal à rentrer dans leur humour, je trouve que ça manque réellement de vannes. C'est plus de l'humour de situation, de l'humour un peu... en gros, c'est de l'exagération de jeux de comédiens. Mais en fait, les situations sont pas forcément très drôles en soi. Et enfin voilà, je suis pas, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est que globalement, je voudrais voir où est-ce que ça va, mais parce que quand je commence une série, en général, je continue. Mais par contre, je suis pas, franchement, je regarde ça un peu d'un œil. C'est pas ouf, quoi. Par contre, j'ai commencé la saison 4, il me semble, de Babylone Berlin sur Canal+. Et ça, par contre, c'est une tuerie. C'est une série allemande qui parle en gros de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres et qui, à chaque saison, avance pas mal dans la temporalité. Et donc là, on en est à la saison 4, on en est au début des années 30, donc à l'avènement du nazisme. Et d'abord, c'est une période qui est très peu abordée. Et c'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment des milices nazies se sont mis en place avant même qu'ils soient au pouvoir et tout. Et de voir un petit peu la réaction des gens dans la société allemande et à quel point ils ont minimisé le phénomène. Et puis de voir aussi l'adhésion progressive des gens avec la crise économique et tout à ces milices pro-allemande, quoi. Donc c'est vraiment hyper intéressant à voir. C'est hyper bien réalisé. La reconstitution est vraiment impeccable. Et c'est moi j'aimerais bien que les séries européennes soient toutes de ce calibre-là, et notamment françaises, parce que c'est d'une ambition qui est assez étonnante. Et bravo les Allemands sur le coup là. En tout cas, c'est un grand écart niveau genre, hein, tout de suite. Quand même. Ouais. Voilà, comédie, ça c'est voilà, faut un peu balancer. T'as fait The Good Wife qui est entre les deux, histoire de faire la balance. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, un peu quoi.
Mais Et toi, j'aime quand- bien moi ce Ouais. ce contraste. Bah, ça permet de varier les plaisirs, effectivement. Surtout dans les good vibes. C'est une bonne balance en fait. Eh bien moi j'ai alors totalement de manière bon, non préparée, j'ai commencé Our Flag Means Death, notre drapeau signifie la mort, qui est une série de pirates. La version Alors, québécoise. qui n'a absolument rien à voir avec One Piece, mais on est dans le thème. Alors c'est un joyeux mélange, comment ça me connaître, hein, si ça rigole, je suis là. Donc c'est un joyeux mélange de international déjà, c'est une série américaine avec des Néo-Zélandais avec un humour très très british. Au début j'étais un peu perdu, je ne savais pas de quelle nationalité c'était, mais voilà, on a un humour très pittonesque. On pense beaucoup aussi au film des Studio Hardman, Pirates mauvais en tout. Enfin, je sais plus c'est de la traduction. Bref, mais c'est exactement ce profil-là. Ça part de Bon, l'histoire vraie de... c'est bon, rien mauvais en tout, je crois. Bon, rien mauvais en tout, ouais. Voilà, qui est un de mes films d'animation préférés. C'est incroyable d'absurdité et de drôlerie. Et ça reprend pas mal de choses de ce film, notamment une femme pirate déguisée en homme pour pouvoir s'infiltrer dans le bateau. Évidemment, le déguisement ne tient pas la route. Il y a que eux qui ne voient pas, en fait. C'est tellement évident et ridicule. Et c'est l'histoire vraie de Steve Bonnet, qui était un militaire à la retraite, qui en fait se tape la pire midlife crisis de sa vie. Il a 40 ans, il supporte plus la vie qu'on lui a imposée, ni sa femme, ni ses enfants, et donc il décide de devenir pirate. Parce qu'il a de l'argent. Donc il s'achète un bateau, il part, il prend un équipage, sauf qu'il connaît absolument C'est une rien à la fameuse crise piraterie. de la quarantaine, quand même. Hein. Voilà, il y en a, il s'achète une Ferrari. Aujourd'hui, lui, il devient pirate. Voilà, Ouais, il quand même. embarque des vrais pirates avec lui, donc qui veulent tous lui faire la peau, et, parce qu'il lui ne maîtrise absolument pas ça. Et coup du sort, et alors ça par contre c'est une histoire vraie, donc ce type-là a vraiment existé, il a vraiment devenu pirate sans aucune expérience avec son argent de bourgeois, et il a vraiment été pris sous son aile par Barbe Noire, le vrai. Et qui du coup lui apprend à être pirate. Voilà. Donc c'est une histoire assez incroyable qui est rarement contée, et eux ils ont décidé d'en faire un truc totalement absurde et de le jouer en mode comédie, ce qui est pas très dur vu le surréalisme de la situation. Oui, déjà des bases. Hein. Il y a déjà des très bonnes bases, donc voilà, c'est avec dans le rôle principal, je l'ai noté pour pas l'oublier, Rhys Darby qui, si vous êtes familier avec Vampire en toute intimité, et le roux qui joue le chef des loups-garous, et Barbe Noire, c'est Taika Waititi, donc voilà, qui était évidemment dans Vampire en toute intimité. Donc on retrouve deux... Chris Darby, c'est surtout Murray dans Flight of the Conchords qui est le manager. Dans Flight of the Conchords, voilà. Donc voilà, donc c'est le même groupe d'humoristes néo-zélandais. Oui. Et bah voilà, on retrouve toute cette absurdité qui était déjà assez anglaise dans Vampire en toute intimité dans ce conte-là. Moi, mon petit cœur a vibré parce que j'ai vu Ewan Bremner qui est Spud dans Trainspotting. Ça fait toujours plaisir de le revoir, avec son accent écossais à couper au couteau. Et voilà, et la très très bonne surprise, c'est que vraiment ça s'améliore d'épisode en épisode. J'en suis à la moitié de la première saison, et plus ça va, plus c'est drôle, parce que en fait, les persos sont hyper attachants et il y a beaucoup de tendresse. Voilà, on sent une vraie tendresse pour chaque perso, donc c'est très absurde mais en même temps très touchant. Donc voilà, on rigole beaucoup et c'est très très chouette à regarder. Voilà, je vous le conseille très fortement. Our Flag Means Death. Il y a combien de saisons? Il y en a 2 pour l'instant. C'est ok. en cours. La deuxième est en cours. Ah, donc on peut rattraper vite, quoi. Oui. En plus, il n'y a pas une énormément demi-heure. d'épisodes. Oui, et puis c'est une demi-heure. Donc, Ah ouais, génial. et ça coule tout seul, c'est un petit régal, vraiment. Titre. Titre. Ouais, bah moi j'en suis au 3e épisode, donc j'ai vu le 3e. Et ouais, c'est plutôt sympa. On est vraiment, si vous aimez What We Do in the Shadows, on est vraiment dans le même, vraiment dans le même style. Peut-être avec moins de vannes que What We Know in the Shadows. Peut-être plus un côté, il y a le côté pathétique en fait du personnage qui est un peu touchant. On n'a peut-être pas dans l'autre série, mais c'est vraiment dans l'absurdité, on est vraiment là-dedans, quoi. Et effectivement, je pense que là, moi, je vois sur le 3e épisode, par exemple, je suis beaucoup plus rentré dedans que dans les 2 premiers. Tout à fait. Et on sent que ça va, il y a un truc qui est en train de se mettre en place, qui est intéressant et qui va être sympa, quoi.
Ouais, la dynamique de groupe en fait se construit bien et Oui, puis c'est ça, ouais. puis ça rajoute des couches et Mais et t'es vraiment, rentré on, plus on se prend vraiment à tous les adorer. Et il y a effectivement ce côté-là pathétique mais attendrissant. Du coup, il y a toujours une sorte de mélancolie sous-jacente, mais toujours qui est toujours contrebalancée par beaucoup d'humour. Florian, tu disais, tu te posais la question, non? Non, ok. Et il s'est fait prendre par des pirates entre-temps. Il s'est fait Et, tirer. non, ouais, et c'est marrant parce que en fait, il y a le côté mélancolique du truc. En fait, il vient aussi d'une gestion des flashbacks qui sont très courts et Ouais. qui sont juste. On va sûrement en reparler après dans One Piece, mais c'est pour le coup, ils sont très peu nombreux, très courts, mais ils sont très efficaces. Ils rajoutent quelque chose vraiment à l'histoire et tout d'un coup ça amène quelque chose, ça donne vraiment un côté touchant au personnage principal et voilà, enfin il n'y avait pas besoin d'en faire plus et ça je trouve que c'est vraiment très bien géré contrairement à ce dont on va parler tout à l'heure. Et à noter, juste pour terminer, que Taika Waititi, qui je trouve, si on le laisse en roue libre, on fait des caisses. Là, il est dirigé, on lui demande d'être un peu en sous-régime et c'est vraiment... ça n'empêche que le bonhomme il est en train de construire une œuvre comique qui est quand même assez étonnante, quoi. Enfin franchement, moi c'est quand même un mec Il m'a perdu avec les torts en fait, c'est pour ça. Ah oui, non mais enfin ça c'est pour moi c'est à part, mais sinon tout le reste tout le reste est quand même incroyable, quoi. Et moi je vous avais parlé de Reservation Dogs il y a pas longtemps qu'il a produit et que ce soit en tant que producteur, qu'auteur ou réalisateur, le mec il est en train de construire un truc de comédie, à la fois de comédie, à la fois de l'émotion et à la fois un discours politique. Il arrive à créer tout ça dans ses œuvres et moi enfin il m'épate de plus en plus, franchement. Je trouve que c'est un mec qui est vraiment intéressant, quoi. Ouais, moi, c'est le seul problème qui va rester, mais je pense que c'est jusqu'au bout. Hein. Je suis désolé, mais son nom, à chaque fois, je pense au t-shirt avec ce singe. Ah bah quoi. oui, ça c'est... Moi aussi, c'est obligatoire, c'est mort, Waikiki, quoi. Oui. Toi, tu parles de... Oui, tu étais là. Oui, je vois le singe, là, là. Oui. T-shirt rose. Bleu, je vois le vert fluo. Le vert fluo, là, avec le singe dégueulasse. Ouais, je vois bien. Ouais. C'était pas dégueulasse. C'était génial, Waikiki. Revois-les maintenant. Ah oui, non mais... Ils sont quand même un peu dégueulasses. Et bon, tout le monde en voulait. Ça mettait de la couleur dans la cour de récréation, c'était magnifique. Exactement. Moi de mon côté, si je suis bien le slide, ouais, c'est ça. Virgin River est revenu. Je suis super content, je suis joie. J'ai mon petit bonbon qui m'accompagne comme ça pour jusque l'automne. Personne pour en parler, ni Cécile, ni je pense que Sophie peut-être le regarde. Non, elle c'est surtout Gilmore Girls en ce moment. Et bon, c'est dans le même genre. Hein. Faut pas se cracher là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui ça fait 5 saisons. Là, c'est la première partie. La prochaine est en novembre sur Netflix. Et c'est tellement too much que c'est génial en fait. Il suffit juste de regarder le résumé. Vous savez qu'on a à chaque fois entre chaque saison chez Netflix, on a un résumé de 2-3 minutes sur ce qui s'est passé la saison d'avant. Juste tu regardes le résumé, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en 3 minutes, il y a eu qu'une seule saison. Et oui. Mais parce qu'en général t'as 5 dramas par épisode sur 10 épisodes, ça fait quand même pas mal. Tu rajoutes une saison, tu comprends plus rien, quoi. Mais non, c'est ça le pire, c'est qu'en fait tu comprends encore tout. Sauf qu'il faut, quand tu essaies de l'expliquer à quelqu'un d'autre, t'as regardé combien d'épisodes? Mais là c'était juste l'épisode de cette semaine que j'ai regardé. Il s'est passé tout ça. Donc c'est des histoires dans une petite ville où les décors sont très jolis, c'est en plein dans les montagnes, donc ça a aussi ce côté un peu reposant au milieu de problèmes de santé, de drogue, de bébés pas avoués, etc. Enfin voilà, c'est... Bébés pas avoués. Je peux pas... J'imagine tous ces bébés pas avoués là. Ouais, qui traînent partout. Ouais, qui traînent partout, qui pourraient traîner partout. Et par contre, ils ont quand même réussi un truc, c'est qu'il faut savoir que quand on suit cette série-là, il y a un personnage que depuis le début, tout le monde sur Internet déteste. Mais tout le monde, il n'y a pas une exception. Ils ont réussi à faire je suppose, en tout cas de ce que je vois là pour l'instant, une sortie où on remet tout à plat et on va laisser tranquille l'actrice parce que dans
ramasser une tonne de merde parce qu'elle joue un personnage détestable. Donc ça c'est rigolo. La marre, mais bon voilà, ça, à côté de ça, bon moi j'ai la petite chaîne YouTube là où tous les jours quasiment maintenant il y a un nouveau pilote qui sort de nulle part et que je regarde avec délice et dont je vous en parlerai dans les recommandations, mais ceux dont je vous parle pas, il y a Old School avec Natasha Lyonne et John Krasinski qui sont dedans, où ils tiennent une boutique rétro, ils repensent à leurs années collège, et c'est vraiment très très drôle. Et il y a qu'un seul épisode, et c'est là où tu te dis, putain, il y avait moyen d'avoir un truc en 2003. Et aussi HUD, parce que c'est le Home of... c'est Home and Urban Development, donc c'est le truc des développements urbains aux États-Unis, sauf que là, ils se sont dit, la CIA, tout le monde sait qui c'est, la FBI, tout le monde sait qui c'est, il faut qu'on trouve une société où personne ne peut s'inquiéter pour pouvoir faire des enquêtes d'espions. Alors on va prendre le bureau urbain de développement, et donc ils font des missions sous couvert comme ça, et c'est avec Steve Carell en personnage principal. Et c'est écrit par David Zucker, c'est réalisé par David Zucker. Et en gros, la première scène, c'est Hot Shot, c'est un copier-coller de Hot Shot, parce que tu vois que c'est la patte. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre, ça sent le zaz. Et puis tu vois David Zucker qui écrit en gros, voilà. Et donc c'est vraiment ça, c'est Steve Carell qui est dans un film dans une série des Zaz en espion. Et c'est juste génial, mais il n'y a qu'un seul épisode, il n'y aura qu'un seul épisode à jamais. Voilà, mais au moins il fait plaisir. Bah ça donne envie en tout cas, là, tu le vends bien. Bah, en même temps, déjà, moi j'ai vu la vignette, je vois Steve Carell, donc déjà je suis vendu. Ouais, déjà ça donne envie, ouais. J'y vais, peu importe, il fait du sérieux, il fait du drôle, j'y vais. Et puis je vois tout ça, je fais, mais si vous passez outre la qualité VHS, parce qu'effectivement c'est souvent des VHS sur cette chaîne-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui datent de, c'était 2003, et celui-là, le HUD, c'était, j'essaie de retrouver, c'est 2000. Donc voilà, ça a quand même 23 ans, et même chose pour Old School. Et puis voilà, il y a encore pas mal de choses derrière. Il y en a plus de 200 petits épisodes comme ça où globalement la moitié de ce que j'ai vu, je râle qu'il n'y ait pas eu de suite. Vraiment. Tu t'énerves tout seul, quoi. Je m'énerve tout seul parce que je me dis putain, à l'époque qu'est-ce qu'il y avait, et je regarde ce qu'il y avait en face et je me dis ça aurait pu prendre la place quand même. Ouais. Bon bref, c'est vraiment, je vais pas m'énerver plus là-dessus, j'en parlerai de tout à l'heure dans un autre épisode qui m'a vraiment beaucoup plu, qui était un peu plus récent, 2009. Et donc Florian, est-ce que je suis le slide ou est-ce que je te... Oui, parfait. Ok, alors on va pouvoir passer au sujet central de cet épisode, qui est donc One Piece, l'adaptation live de Netflix. On va pas vous parler de la série qui date de 99, avec les je sais plus combien de centaines d'épisodes, ou milliers d'épisodes, je sais plus maintenant. 1073. Voilà. C'est beaucoup trop. Arrêtez, c'est beaucoup trop. C'est arrivé donc, je reprends la date, le 31 août dernier sur Netflix. On a donc une première saison de 10 épisodes, donc créée par Eiichiro Oda et Marty Adelstein. Voilà, qui vont parler d'aventures, de piraterie et de notre du héros principal qui est donc Luffy, Monkey D. Luffy, qui est un doux naïf qui veut devenir le plus grand pirate du monde, un Candide, voilà, et qui va aller chercher le One Piece, qui est donc le trésor ultime qui fera de lui le roi des pirates à travers les mers. Et juste parce que tu parles de Marty Adelstein, parce que c'est le producteur exécutif, niveau créatif, on retrouve Steven Maeda qui a longtemps roulé sa bosse sur des séries de genre, et Marty Adelstein en fait il a produit une autre grosse série de genre très très ambitieuse qui était également sur Netflix, qui s'est fait annuler, c'était Snowpiercer. Voilà, ok, d'accord. Oui, je vois que Steven Maeda, on est sur du X-Files, des Experts Miami, Lost, Daybreak, Lie to Me. Voilà. Un vétéran très très vieux routier des séries de genre. Effectivement.
Donc à la base, on devait regarder le pilote. Il s'avère que certaines ont bingé la saison. Voilà. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et globalement, on a regardé au moins, je pense, 3 épisodes, minimum 3 épisodes chacun, c'est ça? Ou je me trompe? Ouais, 2. Voilà, 2. Voilà. Ah, 5, voilà. Bon, en gros, on a regardé plus que le pilote, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et pourquoi ce choix-là? Parce que voilà, tout le monde en parle, ils ont l'air d'en faire des caisses comme d'habitude avec Netflix, donc on se dit, allons voir pourquoi on en fait des caisses. Est-ce qu'il y a raison d'en faire autant? Que vaut cette adaptation d'un truc complètement cartoonesque, hein, faut bien l'avouer, du peu que je connais de One Piece, c'est le genre de choses que tu n'imagines pas que tu vas adapter. Et je vais laisser la parole peut-être à Sarah, qui elle a vu l'intégralité des épisodes. Pourquoi? Oui. On ne sait pas. Elle va nous donner la raison. Alors, moi je connaissais pas du tout l'univers. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Chez Seriously, c'est une des licences qui marche, qui cartonne le plus sur le site. Mais j'ai jamais vraiment eu la foi de me lancer dans les 1000 épisodes de l'animé, ni dans les mangas qui sont tout autant nombreux. Ouais. Donc je me suis dit, écoute, c'est l'occasion. Et en fait, j'ai adoré. J'ai été vraiment très agréablement surprise parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une série avec un univers complètement différent, avec des idées hyper innovantes. Moi, pour le coup, comme je disais, je connaissais juste Luffy et son chapeau de paille, mais je savais même pas ce que c'était que le One Piece. Ouais. Voilà, je savais à quoi ça ressemblait, mais je ne connaissais pas sa quête, je ne savais pas du tout qu'il était pirate, quelqu'un est mort dans mon appart, sauf que je vis seule, donc c'est bizarre. Une fois qu'il n'y a pas ton PC qui se casse la gueule. C'est pas ça fait un peu flipper quand même. Hein. Le running gag, quoi. Ouais. Ça, la semaine dernière, c'est pas tombé, ça va. Donc voilà, non, j'ai été vraiment très agréablement surprise. Après, j'en attendais rien, donc forcément, ça ne pouvait être qu'une bonne surprise. Les épisodes sont en moyenne entre 45 minutes et 55 minutes, je crois. Voilà, 1 heure. Il y en a qui font 65 minutes presque. Oui, mais c'est ça, on dit une moyenne de 1 heure. Oui, voilà, mais dans les 65, tu dois avoir le résumé. En fait, le truc, c'est que tu as quand même des épisodes qui font 65 minutes et d'autres qui en font 50. Ça fait quand même un décalage de 15 minutes. C'est quand même énorme, en fait. Ouais, bon, moi, ça perso, c'est pas le truc qui me gêne trop. Ça arrive parfois dans pas mal de séries. En fait, ce que j'ai trouvé de vachement bien aussi dans la série, c'est le cast. Le perso de Luffy, il est hyper... je le trouve énergique, il m'a vraiment filé sa bonne vibe. Et c'est aussi pour ça que j'ai enchaîné les épisodes, parce que en fait, j'avais envie de continuer d'être avec lui, j'avais envie de rejoindre son équipage. Et puis j'ai trouvé aussi que, il a évidemment un espèce de fil rouge tout au long de la saison, et puis il combat aussi des personnages et des méchants à chaque épisode. Moi, ça m'a vachement rappelé Supernatural, qui a un petit peu le même type de construction avec des quêtes. Et puis des monstres ou des méchants qui ont des vraies personnalités, qui sont vraiment sympas, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Et quand je dis vraie personnalité, je garde en tête que ça reste quand même une série à la base pour au moins les pré-ados. Et effectivement, oui, c'est du shonen, donc oui, c'est ça. Voilà, je pense qu'en tant qu'adulte, on n'est pas forcément le public, mais moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette. Et puis il y a aussi des mecs très beaux, donc c'était difficile de ne pas continuer à regarder. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, ça ne s'arrêtait plus, donc j'ai continué, quoi, forcément. Ça commençait bien, il y avait de bons arguments, puis après il y a des mecs très beaux. C'est du plus, en vrai, franchement. Je pense que pour les personnes qui sont pas du tout, qui sont pas trop motivées par l'univers, etc., ça peut toujours être des arguments que ce soit joli pour les yeux. D'autant plus que niveau comédien, en tout cas de mon côté, il y avait quasiment personne que j'avais déjà vu ailleurs, ou en tout cas que je me rappelais, voilà. Je sais pas. C'est un vrai bon point, le casting.
Ouais, c'est ça. Sarah, tu confirmes que tout le monde est sur la One Piece, la live action. Ils ont été castés pour la série. Ils n'ont pas fait énormément de choses avant. Non. Il y a juste celle qui joue Nami qui était dans Hunters sur Amazon Prime. Il y a aussi celui qui joue ça, il faut l'oublier, en fait, faut faire comme si ça n'avait pas existé. Il y a aussi celui qui joue Roronoa Zoro qui était aussi dans Les Chevaliers du Zodiaque, là, je crois, il n'y a pas très longtemps. Le film live action. Le film live action, on peut oublier. Voilà. Mais donc, en tout cas, c'est pas des stars de renommée internationale. Et de ce que j'ai lu, en tout cas, sur les réseaux, pour des gens qui l'attendaient beaucoup, ça respecte aussi quand même globalement vachement l'univers. Le casting est vraiment bien. C'est fait exprès aussi d'avoir des gens de nationalités différentes. Donc, après, tout le monde conseille bien sûr de regarder l'animé, hein, mais... Oui, non, mais c'est aussi pour ça que j'ai proposé, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui lisaient ou avaient vu l'animé et qui disaient que ils étaient assez contents. Je me dis, tiens, une adaptation qui ne vient pas, où les fans n'ont pas l'air de trop cracher dessus, ou en tout cas, le prisme des algorithmes ne m'ont pas montré des gens qui crachaient dessus. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose derrière. Donc, voilà, toi, de ton côté, c'était une belle découverte. C'est sûr, et puis c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai aussi regardé, alors, indépendamment du podcast, parce que de toute façon j'aurais regardé. Je crois que c'est la première fois que je vois des retours aussi unanimes pour une adaptation en live action. Le soir où il y a eu l'avant-première organisée par Netflix, où il y a eu quand même de très très gros experts One Piece, des influenceurs, parce que c'est un univers qui est quand même très facilement critiquable, et les gens sont très exigeants, quoi. Et pour le coup, c'était quasi unanime. Donc ça, c'est assez rare. Ouais. Et donc, toi, Quentin, tu connaissais pas non plus Du tout. Je pense qu'ici, globalement, on peut le dire, en fait, personne ici avait lu ou vu l'animé, quoi. On connaissait de nom, et puis globalement, je savais que ça parlait de piraterie. Je savais que c'était une bande de misfits un peu comme ça, venus d'un peu partout, qui cherchaient un gros trésor. Voilà, ça s'arrêtait là. Donc j'avoue que, alors déjà un peu déçu parce qu'on me vend un jeune homme qui quitte son village et qui fait face à 1000 escrocs pendant sa recherche d'une pièce, et rien du tout sur la vie d'un étudiant parisien en recherche d'une chambre de bonne. Donc déjà... Tu es vraiment encore là-dessus, hein, avec les pièces. Oui. Hein. Oui, une pièce, je suis désolé. Sinon, c'était des studios. Sinon, j'ai One Piece pipi, mais je préfère aller sur l'immobilier. Ouais, oui, effectivement, je préfère aussi. Non, pour aller au-delà de cette blague hilarante, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans le titre à cause du côté cartoon. Au premier épisode, parce que je ne m'y attendais absolument pas. Que dans The Good Wife en tout cas. Ça fait moins de monde quand même. Ah oui, okay. Mais je ne connaissais pas ce côté élastique du héros, je ne connaissais pas Bozo le clown en rondelle, je ne connaissais pas, je n'ai pas été au-delà du 2, donc je ne connais pas les autres. Si, il y a, dès le premier, il combat c'est une bonne description, ça, Bozo le clown en rondelle, je vais la piquer, si ça te dérange pas. Je t'en prie. La première pirate qu'il affronte, elle a l'air assez énorme. À mon avis, dans le manga, elle prend 50 cases et elle doit avoir une force herculéenne. Tout ça, pas tant que ça, en fait. Elle est très proche, hein, vraiment. Je ne dirais pas quel site il faut aller voir, hein, mais je pense que il y a un site qui s'appelle Seriously sur lequel il y a eu une comparaison image des personnages principaux, entre le manga et le truc, et c'est globalement très proche. Franchement, c'est assez impressionnant. Et donc, dans le premier épisode, en fait, je vois un gros méchant avec une mâchoire de fer et un bras hache, un héros qui gogo gadget au bras, et ça m'a fait beaucoup d'un coup, j'avoue. Après, au deuxième épisode, une fois les informations digérées et l'acceptation que t'es dans du cartoon et que n'importe quoi peut t'arriver, c'est le jeu et c'est ça l'univers. Ça se passe mieux, je pense qu'au bout du 3e et 4e, ensuite, voilà, tu es dans le truc. Je rejoins Sarah sur le côté attachant des persos qui sont vraiment pour moi le gros point fort. Le film, voilà, on a envie de lui faire des câlins tout le temps. C'est fait pour, mais ils l'ont vraiment bien casté. Comment il s'appelle le samouraï avec ses 25 sabres là.
Roro Raruna. Voilà. Ouais, lui là. Lui, non mais en vrai, il est vraiment cool. Je trouve que la coolitude manga, quand tu connais un peu l'univers des mangas en général, tu l'aperçois. Tu vois ce que ça donne en manga et tu sens que ça a traversé quand même le truc. Voilà, ça envoie bien au niveau baston. L'humour marche plutôt pas mal avec ce côté un peu décalé, très, très enfantin, très naïf, très candide face à des dangers énormes. Donc il y a plusieurs trucs qui marchent bien. Après voilà, j'ai eu un petit peu du mal à voir cohabiter une espèce de gros boulgare. J'ai l'impression d'avoir un truc très riche avec plein de tranches et à me demander si ça allait tout le temps ensemble. Des fois, une bouchée c'est très bonne et celle d'après, ouais, bon. Donc à voir sur la durée. De toute façon, je vais la finir parce que le monde a la musique à regarder. Les deux enfants, sont très fans, donc on vient de la regarder. Mais oui, je trouvais ça plutôt agréable. Ouais, voilà. On dit coucou à Mathieu, qui nous fait un coucou sur Twitch. On nous dit, n'oubliez pas que vous êtes filmé, donc souriez. Sauf Sarah qui là pour l'instant est en train de ramer. Apparemment, c'est bien, on est toujours dans le thème des pirates. C'est assez cool. Mais c'est vrai que le côté cartoon, c'est un truc qui directement peut dérouter. Surtout que là, on a un peu le Uncanny Valley, en fait. On a des personnages qui sont humains, réels, et puis on a le côté cartoon, alors que bon, moi de Luffy, je savais qu'il pouvait s'étendre. Donc je me dis, mais déjà comment ils vont le faire? Bon, voilà, ils l'ont fait de façon très littérale, en fait. On va dire, c'est ça le truc, c'est qu'ils n'ont pas cherché à faire autrement, quoi. En même temps, je pense que c'est leur crédit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut assumer le truc 100%, quoi. Tu peux pas faire de demi-mesure. Donc non, clairement pas. Olivier. Oui, alors moi évidemment je connaissais pas donc comme tout le monde l'univers. Effectivement comme Quentin et Sarah, j'étais plutôt content de découvrir cet univers parce que alors moi je savais même pas que c'était des pirates, donc là je partais de nulle part. Oh le ringard. Il pensait que c'était un truc avec Bernadette Chirac qui essaie de refiler des pièces. C'est One Piece. Ah ouais, non mais moi j'avais juste vu quelques trucs où je voyais que le personnage principal était élastique et je trouvais les images assez moches et j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans. Peut-être que si j'avais su que c'était des pirates, j'aurais peut-être plus regardé. Et donc voilà, donc je connaissais pas du tout l'univers. J'ai vraiment bien aimé le concept de base. J'ai trouvé ça vraiment très imaginatif. Je trouve que ça ouvre énormément de possibilités, le côté cartoon. En fait, tout est possible, toutes les absurdités, tous les délires, toutes les folies sont possibles. Et une fois qu'on comprend ça, du coup, après, on s'attend à tout et je trouve ça plutôt très agréable. Je trouve également les personnages très attachants. C'est très bien casté. Et évidemment Luffy qui est moi ce que j'aime dans Luffy c'est qu'il a une absence totale de cynisme et je trouve que dans les personnages actuels dans le paysage audiovisuel c'est quand même très rare et ça fait du bien en fait de voir ça. J'ai trouvé ça vraiment je trouve ça rafraîchissant. Et voilà. Après, je trouve que moi, ça m'a fait penser dans le genre un peu candide et tout. Ça m'a fait penser un peu à une sorte de Kimmy Schmidt version pirate, quoi. C'était voilà. C'est pour ceux qui ont aimé la série. Cette référence. C'est Kimmy Schmidt chez les pirates, quoi. C'est vraiment peut tirer par les cheveux. Oui, élastique. Ouais, mais il y a le côté. Voilà, c'est le côté un peu toujours content et le mec qui peut lui arriver les pires merdes, il est toujours optimiste, il est toujours content, il est toujours énergique, voilà, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et après ça peut être un peu fatigant aussi par moment, mais là pour le coup je suis au 5e épisode et ça m'a pas encore saoulé, donc voilà. C'est vrai que les personnages comme ça, toujours contents et fatigants, il y a un souvenir pour ceux qui ont vu Friends avec Baldwin qui était le copain de Phoebe qui est toujours super content et il est émerveillé de tout et en fait au bout d'un moment ça gaffe quoi. Enfin, t'es là, tu fais mais bon, on aimerait bien avoir un peu
Mais il n'est pas que ça non plus, puisque dans le 5e épisode, on s'aperçoit qu'il peut être aussi plus profond et plus. Mais c'est une sorte de profondeur aussi, cet optimisme. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de presque, c'est presque une espèce de quête. C'est pas possible et à la fois lui il se la rend possible grâce à son optimisme, donc ça, je trouve ça assez joli. Il est tellement optimiste que les personnes qui veulent absolument pas le suivre ou suivre qui ce soit au départ finissent par le suivre. Ouais. Oui, c'est un truc très manga, ça quand même. Tu prends les personnages de Miyazaki, que ce soit Chihiro ou les petites filles dans Mon voisin Totoro, et puis j'en passe, t'as vraiment des personnages d'une innocence, mais d'une persévérance incroyable. Oui, c'est ça, il a une résilience. C'est ça. Et puis il est surtout... Enfin, comme disait Olivier, il n'est pas que optimiste, mais au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est aussi de la fausse naïveté, parce que bon, au début, tu te dis, bon, il est quand même un peu con ce petit gars-là, à un moment donné, tu vas pas réussir. Puis en fait, il arrive à te transmettre lui-même son truc, quoi. Moi, au début, je disais, bon, il va être un peu relou celui-là. Puis en fait, au bout du 2e épisode, j'avais qu'une envie, c'est qu'il mette des grosses baffes à tout le monde et qu'il réussisse sa quête, et voilà, quoi. Après, moi, j'ai quand même, malgré l'univers hyper créatif du truc, j'ai quand même pas mal de réserves. Je trouve que le pilote, comme l'a dit Quentin, il est un peu trop touffu. Il y a beaucoup de flashbacks, de backstory, de machin. Enfin, tout est expliqué d'un coup. Et en fait, finalement, ça aurait pu s'étaler un petit peu sur toute la saison. Et puis, d'ailleurs, je trouve que la série est quand même remplie de. Je trouve qu'il y a un formatage Netflix malgré tout, qui, je trouve, compresse, contient en fait tout ce qui pourrait être créatif en fait dans la série, et c'est notamment vrai plus dans les épisodes 3, 4 et 5, parce qu'au début en fait il donne beaucoup de choses, donc ça bouge et tout, mais en fait on sent qu'il y a un essoufflement après, et ça devient long, quoi. Les épisodes ils sont super longs et en fait ça parle, ça flashback, et j'ai l'impression qu'il se passe plus grand chose en fait, et je commence gentiment à m'ennuyer en fait au fur et à mesure. Je mets de plus en plus de temps à regarder les épisodes parce qu'en fait au bout d'un moment je déconnecte et je finis par arrêter l'épisode et puis reprendre après. Et vraiment je pense que ça vient formatage Netflix. Ouais, t'as mis le mot parce que je cherchais pourquoi. On en parlait juste avant d'enregistrer. Je disais justement avec Florian que moi personnellement, voilà, le truc cartoonesque, tout ça, je suis ok, sans problème. Mais alors le rythme, et en fait, je l'avoue, j'ai fini par mettre la série en 1.25 parce qu'il fallait que ça avance, quoi. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Ça met des plombes à parler, ça met des plombes à réagir. Honnêtement, les 3 derniers épisodes, c'est du bavardage que j'ai vu, c'est du bavardage, quoi. Et puis tout d'un coup, t'as un combat qui est pas forcément ouf en plus, enfin vraiment, je trouve que ça perd en intensité au bout de 2 épisodes, et je trouve ça dommage parce qu'en fait. Les quelques moments, notamment dans le 2e épisode où on joue sur le côté un peu surréaliste, irréel des personnages, cartoonesque des personnages, c'est vachement bien, quoi. Le combat contre le clown, contre Bozo le clown en rondelle, il est génial, quoi. Franchement, j'ai envie de voir ça en fait. Les bavardages, les backstories, les machins, les trucs, je m'en fous. Enfin, en plus, le problème des flashbacks, ce que je disais tout à l'heure avec Orphan Means Death, c'est que les flashbacks ils apportent quelque chose, alors que là en fait ils viennent juste nous réexpliquer ce qu'on a déjà compris. Donc en fait moi je vois absolument pas l'intérêt, c'est-à-dire que moi il est en train de me raconter pourquoi il veut devenir roi des pirates, mais il a déjà dit plein de fois. Donc en fait il y avait un mème d'ailleurs avec ça, hein, où on le voyait alors petit, etc. Puis à chaque fois c'était la même phrase qui répétait. C'est ça. C'est le flashback qui est toujours identique, c'est toujours le même truc. Et pour tous les personnages, c'est ça en fait. Et à un moment donné, t'es là, tu fais, arrêtez de nous foutre des flashbacks, avancez l'histoire, vous faites des épisodes plus courts. Mais vous avez un univers qui est gigantesque avec toutes les possibilités. Et en fait, vous me donnez qu'une seule chose, c'est d'aller lire le manga pour voir toute cette créativité.
Imagine que je pense que ça pourrait être pire. Et juste pour te donner une idée, et ici j'ai vu des trucs qui passaient, qu'il y a un combat qui va se terminer maintenant au bout de 70 épisodes. Oui, mais en fait, ce qu'il y a entre les deux, ça peut être plus créatif. C'est-à-dire que là, nous, ce qu'on a entre deux combats, c'est des gens qui parlent et des gens qui se souviennent ou qui... Enfin, c'est pas forcément intéressant. Je te passe une vidéo que j'ai vue sur TikTok tout à l'heure où il y a un site qui répertorie en fait tous les épisodes. Il y a des gens qui ont réussi à couper en fait tous les trucs un peu qui servaient à rien et tu regagnais parfois 40% du temps d'épisode sur du rien, des respirations, des regards trop longs, etc. Et donc ils ont réussi à contenir en fait le temps. C'est un problème, je pense. Enfin, un problème, oui et non. Mais c'est quelque chose de connu en tout cas dans One Piece et peut-être même niveau animé. Tu parles du manga ou l'animé ? Non, c'est l'animé. Ah oui, moi je te parle du manga, moi. Ouais, mais le manga, ça va être à peu près pareil. Mais oui. Ouais, non, parce qu'ils sont pas obligés de. Ils vendent pas le truc. Enfin, ils vendent pas le truc à la minute en fait sur un manga. Donc c'est comme quand on regarde les Chevaliers du Zodiaque. Globalement, tout a été vendu à la minute, donc c'est hyper long. Alors que quand tu lis le manga, ça va super rapidement, quoi. En tout cas, moi, parce que du coup, j'ai échangé avec pas mal de fans de One Piece sur Twitter, et il y a pas mal de gens qui m'ont conseillé, du coup, parce que moi, j'avais quand même envie de regarder l'animé ou le manga, mais je savais pas par où commencer. Surtout, c'est l'animé, c'est, comme disait tout à l'heure Florian, c'est 1079 épisodes, je crois, enfin, peu ou prou, et en tout cas, c'est des épisodes qui peuvent aller jusqu'à 1 heure, quoi. Donc, c'est vraiment un temps... tu mets de côté une partie de ta vie. Et ils ont créé, il y a une version qui s'appelle les versions Kai, qui apparemment sont des versions faites par les fans, et qui sont pas quasi officielles, mais où en tout cas ils coupent une grosse partie. Et typiquement, la version Kai de One Piece, c'est 500 épisodes versus 1000 épisodes pour l'anime. Quasiment la moitié qui est partie. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, en fait. Exactement. Et ça, c'est vraiment des trucs à découvrir. Je pense pour ceux qui veulent se lancer dans l'anime. Rattraper un peu, effectivement. Florian, toi, de ton côté, parce que tu n'as pas encore eu l'occasion de parler sur One Piece. J'ai très très peu de choses à rajouter par rapport à ce qu'a dit Olivier. Je suis tendance... en fait, j'ai tendance... étant donné que je ne connais pas l'univers et que je n'ai jamais lu de manga ou de licence dans ma tendre jeunesse, en fait, j'avais pas forcément de points, on va dire, de points communs, de points pour me rapprocher, et donc j'ai vu ça comme un événement Netflix, en fait, de rentrée, et donc j'ai rapproché ça d'une autre adaptation live action qui était réputée inadaptable, qui était Sandman. Et je me souvenais qu'en fait Sandman, en fait, j'y allais à reculons, et ça avait été une excellente surprise, vraiment très très élégante, assez réussie. Alors que je pense qu'il partait de relativement loin. Et là, du coup, j'en attendais strictement rien, et j'ai eu vraiment une très bonne surprise, non seulement au niveau de la gestion de la production. J'ai vraiment l'impression que au niveau, que vraiment l'agencement des combats, l'agencement des effets spéciaux, etc., il y a vraiment une certaine idée, où il y a vraiment une certaine tenue globale. Je partage un tout petit peu ton avis sur le fait que la série peut être bavarde ou présenter des personnages, et donc et un tout petit peu s'éloigner de l'action au fur et à mesure qu'on avance. Moi, étant donné que je sais que c'était que 8 épisodes, moi j'en ai vu 3, ça m'a pas dérangé plus que ça. Après je commence, après il y a une structure il y a une structure en fait de la rencontre de l'ennemi, et un tout petit peu du dévoilement un tout petit peu tardif des 10 pouvoirs de l'ennemi, et comment on va dire essayer de le vaincre ou ne pas le vaincre, ou de comment le défaire, au moins pour cet épisode, qui moi personnellement m'a un tout petit, commencé un tout petit peu à me saouler. Après, tu verras qu'effectivement c'est assez mécanique, on retrouve toujours un peu la même structure en fait. Ouais, c'est pas pour déplaire, mais après c'est vrai que ça met un tout petit peu d'attendu dans quelque chose qui est censé être justement cartoonesque et illimité en termes de possibilités. Très procédural, en fait. Très 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 procédural. Et en fait, c'est pas après
Moi, je pense qu'il y a une certaine épure. Donc, j'ai parlé de Steven Maeda, mais en fait, ils sont à deux. Donc, il y a Matt Owens qui est un tout petit peu un newbie, et donc ils ont adjoint les services d'un vétéran, donc en l'occurrence Maeda. Mais je pense qu'il y a une certaine tenue dans la présentation de la mythologie, et pour, on va dire, entrer et présenter les personnages, leur enjeu, les lieux aussi qui sont visités, un tout petit peu le background. Tout ça est fait de façon, j'ai trouvé, pas super lourdingue. Et donc, pour toutes ces raisons, ça fait que c'est une bonne surprise. Et donc, je trouve que c'est une série qui est solide, hein, mais le gros inconvénient, comme avec pas mal de séries de Netflix, c'est que je pense que c'est une série qui a énormément de marge de manœuvre pour s'améliorer, pour trouver sa singularité, et ça va être en saison 2 ou en saison 3. Et le gros truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça se retrouve pas à être comme une grosse licence Netflix, aussi à méga budget, qui était un peu dans un univers un gros univers fantasy. Je parle pas de The Witcher, je parle de Shadow and Bone. Et Shadow and Bone, en fait, est 2 épisodes, même si j'étais pas inintéressé par l'histoire et par la mythologie, j'ai été totalement laissé à la porte, en fait, non seulement par la photographie du truc, mais aussi par le rythme des épisodes, etc. Et alors que c'est censé être quelque chose qui est censé être aussi de bonne tenue que One Piece. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que là, tout le côté en fait très visuel, artistique, en fait, ouais, le premier épisode il peut dérouter parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'est pas forcément ce genre de truc, mais ça finit par passer au second plan. Moi j'ai trouvé que par exemple j'ai vu des comparaisons des personnages, Baggy le clown là, en fait la version de la live action je le trouve mieux et que la version du dessin, enfin du manga en fait. Alors qu'il y a d'autres personnages où ouais je vois les différences, où c'est limite on a mis une perruque à quelqu'un et voilà rapidement. Mais le clown, j'ai trouvé mais absolument génial. En tout cas, il était par l'acteur, et c'est ce qui est bien pour beaucoup de personnages là-dedans, quasiment tous. Ils sont tous incarnés, ils ont tous l'air de s'amuser, ils ont tous l'air de pas être là en mode qu'est-ce que je suis en train de foutre. C'est plutôt genre je sais ce que je fais et je vais en prendre un maximum de fun. Et je pense que ça passe quand même à l'écran. C'est ce qui peut aussi fonctionner avec les fans, c'est qu'on n'est pas des gens qui se sont foutus de ta gueule, quoi. Ils sont là en train de s'amuser et essayent de respecter un maximum l'œuvre qui date maintenant de 24 ans. Je pense que c'est aussi pour ça. Mais il est vrai que sur autant d'épisodes, je trouve ça dommage qu'on ait l'effet Netflix. Dès que tu dépasses la moitié des épisodes, t'as un ventre mou qui va peut-être repartir au dernier épisode. Ça, bon, je ne sais pas, je l'ai pas vu, mais Sarah peut-être peut le confirmer, qui va te dire, hop, on te relance un petit peu, histoire de, s'il y a une saison 2, comme ça, t'es un peu hypé. Mais moi, là où j'en étais, vraiment, j'en suis arrivé à faire un truc que je fais quasiment jamais, c'est d'accélérer un peu le truc, parce que juste en 1.25, les voix n'étaient pas transformées, mais toutes les petites respirations que je trouvais moi personnellement inutiles niveau rythme étaient effacées, et c'était beaucoup plus agréable à regarder. Alors qu'en version normale, c'est pas ça, pour moi c'était devenu lourdingue. J'avais des moments où je décrochais. En 1.50 t'essayes pas parce que ça va trop vite, mais en 1.25 toi c'est limite j'ai l'impression que c'est la vitesse à laquelle ça devait aller. En fait toi c'est assez bizarre, et tu captes tout le truc, et non voilà, c'est le seul truc que j'ai là-dessus, c'est j'ai trouvé ça cool, les personnages sont cool, t'as des trucs qui se passent, mais ouais il y a le côté procédural parfois, c'est pas mal non plus, hein. Une fois que tu as accepté que c'était un procédural, voilà, on a vu des séries policières comme ça. Tu peux jouer. En fait, t'es dans un univers quand même ultra créatif, tu peux jouer avec, quoi. C'est un shonen, et pour le peu que je connais les shonen, voilà, pour ce que j'avais regardé il y a des dizaines d'années, c'est toujours un peu le truc, t'as le méchant de un arc avec un méchant, et puis ça va durer comme ça, puis on te le rechange, quoi. Oui, c'est un jeu vidéo où t'as des boss de fin, en fait. Oui, c'est ça. Mais ça n'empêche que tu peux partir de la base du manga, et puis toi tu crées une série qui a sa propre vie, quoi. Est-ce que ça va pas faire râler les fans, justement? Oui, mais enfin, faut peut-être se poser. En fait, à un moment donné,
faut peut-être se poser la question si ça fait pas râler les fans des fois. Oui. Mais je pense que là, on est sur une licence qui est tellement énorme et qui a une fandom tellement forte et influente que si ça n'avait pas plu aux fans, je pense que ça n'aurait pas décollé comme ça a été le cas là. Voilà, donc c'est ça. Ils ont peut-être joué la sécurité aussi pour certains. Moi, en fait, je m'en fous que ça plaise aux fans ou pas. Moi, les fans ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de mon ressenti moi. Et non, mais oui, je suis d'accord, mais je peux pas. Mais on sait que tu t'en fous du monde, Olivier. Je peux pas baser mon avis sur le fait que il y a des fans qui aiment bien. C'est pas. C'est moi, je m'emmerde. On parle de ce que fait Netflix. Oui, mais ça n'empêche que moi, je prends le truc comme une série. Je prends pas le truc comme une série à part entière, donc je juge la série comme je juge les autres séries. Bien sûr. Il se trouve que je trouve que il y a trop de temps mort, il y a trop de trop de remplissage, il y a trop de ça n'avance pas assez. Il y a des enfin voilà, on se fait chier, ce qui est pas normal quoi. Moi je suis désolé, quand en parallèle je regarde The Good Wife, tu vois la qualité d'écriture. Non mais enfin voilà, il y a un moment donné, il faut aussi. Non mais. J'ai fini les Sopranos. Ah putain, c'est vrai que à côté. Mais ça, voilà. Non, parce que pour le coup, le The Good Wife, c'est un procédural. C'est que t'as un procès à chaque truc, et pourtant t'as beau avoir les mêmes constructions, les mêmes trucs, tu sais comment à peu près un épisode va se dérouler. Et ben pourtant t'es tout le temps surpris, t'es tout le temps, t'es tout le temps dans l'attention, dans le truc, parce que il se passe toujours quelque chose et il y a toujours des surprises, des trucs comme ça. C'est-à-dire que eux, ils ont un cahier des charges de base, ils ont une structure de base, et après ils s'amusent avec ces petites choses-là. Et en fait là, nous on a des acteurs qui s'amusent. Moi j'ai l'impression qu'il y a des scénaristes qui ne sont pas amusés forcément plus que ça quoi. Ah oui, sans doute. Mais après c'est Netflix et mais c'est pas les mêmes enjeux. Ils veulent pas prendre de risque. Parce qu'à l'époque de The Good Wife, c'était le network, c'était des enjeux qui étaient énormes. C'était une autre époque. Mais c'est pas une licence qui a été vendue à des millions d'exemplaires japonaises avec un cahier des charges bien plus lourd. C'est pas pour ça qu'il faut faire un truc qui est. Regarde The Witcher. The Witcher, c'est pareil. The Witcher, c'est pareil. Ils ont voulu coller pour justement faire. C'est toujours ça le truc aussi, c'est que c'est Netflix, ils veulent faire plaisir aux fans. En faisant ça, c'est faire plaisir aux fans et faire venir des fans vers eux. Toi, par exemple, s'ils voulaient faire un truc dans le même genre d'idée, s'ils faisaient un truc Naruto, je peux t'assurer qu'ils prendraient pas plus de risques. Hein. Mais bien sûr, évidemment. Puis alors, il n'y a rien de pire en plus que les adaptations et je dis pas que c'est bien. Moi, ça me fait chier quand on prend pas de risques. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout. Et c'est pour ça que je dis pas que c'est bien. Moi, je peux pas justifier tout par ça, quoi. Donc, qui prennent pas de risques, très bien, mais du coup, moi, ils m'ont pas, quoi. Donc, c'est tout. On en reparlera. Je pense que les risques narratifs vont être pris sur les saisons suivantes de toute manière. Enfin, la sécurité, ça passe aussi pour attirer un nouveau public et lui expliquer clairement qu'est-ce qui est l'attrait de la licence. Et je pense que c'est un pari qui est relativement réussi. Après, non mais moi je sais pas si je connais pas le manga, donc je sais pas si c'est un risque par rapport au scénario de base, par rapport au manga, par rapport au truc. Ça m'importe peu en fait de savoir si c'est la même chose ou si c'est différent ou si c'est. Moi je regarde juste une série et je connais rien du reste, donc je regarde juste les risques narratifs pris par la série. Donc c'est après qui s'éloigne de machin et tout. Moi c'est juste que je vois un univers hyper cartoonesque et en fait t'as peut-être 5% de tout le potentiel cartoonesque qui est utilisé. Et quand tu l'as à 100% comme quand t'as le combat avec le clown, bah tu kiffes. C'est génial, franchement. Et par contre, dans les épisodes 3, 4, 5, bah, t'as 0,5 du côté cartoonesque qui est utilisé. Et bah là, franchement, c'est long, quoi. C'est compliqué. Ouais, c'est clair. Mais globalement, bon, voilà, après, c'est une bonne adaptation, parce que ça reste. Après, c'est plaisant à regarder. Voilà. C'est plaisant à regarder, il y a des longueurs, voilà. Tout le monde ne trouve pas, mais moi, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que les longueurs ont fait que, j'utilise une option de Netflix pour. Mais
malgré tout, j'arrive à un peu comprendre la hype qu'il y a eu autour ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur un peu tout, dire tiens, finalement c'est pas qu'une bande d'influenceurs qui ont été payés par Netflix non, pour mais pouvoir... c'est clair que par rapport à ce que... Pas uniquement. Par rapport à ce que nous a proposé Netflix ces dernières années, ouais, là on est sur le haut du panier, quoi. Enfin, c'est nettement meilleur que ce qu'ils nous proposent depuis des mois et des mois. Hein. Donc, après, ça ne battra jamais Virgin River, mais bon, après, ça c'est... Goodwill. Non, c'est pas le même combat. Faut vraiment que je regarde ce truc. Non mais moi je faisais le comparatif parce que je regarde ça en même temps et que c'est 2 procéduraux, quoi. Mais c'est... Enfin, c'est One Piece est pas un procédural, mais il est construit comme tel. C'est ça. C'est l'ennemi de la semaine, mais sauf que c'est pas la semaine vu que tout est diffusé d'un coup. Effectivement, ça fait très jeu vidéo. C'est comme beaucoup de shonen en fait, que t'es comme ça. T'as fait les deux Chevaliers du Zodiac, c'était aussi un peu la même chose. Le fait que t'es le méchant du moment, t'avais un arc avec un méchant. Mais ça me dérange pas, ça. Mais voilà, il faut l'accepter. Mais globalement, voilà, c'est une proposition pas déconnante du côté de Netflix et surtout un truc que moi je ne retrouve pas chez Netflix très souvent, c'est des gens qui ont l'air de s'amuser pendant qu'ils jouent. Ça c'est quand même cool. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'ils communiquent quand même une énergie et un truc qui donne quand même envie de s'intéresser à l'univers. Et ça c'est quand même relativement rare. Et ça pour ça, du côté de Netflix, voilà, ils ont réussi à intéresser ici 5 personnes qui n'avaient aucun attrait forcément à aller chercher One Piece sur l'univers One Piece et chercher un peu plus. Donc moi j'étais contente parce que j'ai retrouvé en plus tout à l'heure quand on parlait du cast on disait que la plupart étaient pas connus. Alors oui, pas connus, c'est vrai, mais Shanks en fait le pirate roux qui a une cicatrice, il a un rôle principal dans Yellow Jackets. C'est là que je l'avais vu il y a pas très très longtemps et il joue dans pas mal de séries. Donc il y a quand même et même ces acteurs là qui ont quand même une vie professionnelle un peu plus active que les autres donne la même énergie en fait. Ça c'est quand même cool, quoi. Même le capitaine aussi, le marine là qui poursuit en fait comment il s'appelle, Luffy. En fait lui aussi il était dans 300, il était dans 3. C'est une gueule qu'on connaît un petit peu, mais clairement il donne tout, quoi. Ça c'est vraiment cool. Effectivement. Et je peux vous dire aussi que le niveau doublage français, on y a un beau boulot aussi, c'est tout à fait regardable en français. Ça, vous pourrez le savoir si jamais ça vous intéresse. La VF est de très bonne facture. Je crois que ça c'était impératif aussi pour eux, hein, parce que c'est vraiment un animé qui est beaucoup regardé en VF. Ouais, c'est très très très. Pardon. Ok. C'est mon alarme de pilule. On saura tout. Riders on the Storm. Donc c'est pas très très droit, tout ira bien. Bon, on va passer aux recommandations. Merci pour ce jingle improvisé. On aura tout. Je veux me remettre en mute, voilà. Ah ouais, c'est un peu tard. Alors, de mon côté, je vais directement passer sur ma reco, qui est en fait juste un pilote, encore une fois. J'ai décidé que, sauf si exception, ce dont j'allais parler cette année, ce serait tous ces pilotes perdus, non diffusés, que je trouve un peu partout sur les internets. Et donc ça s'appelle The End of Steve, donc la fin de Steve, tout simplement. Réalisé et créé par Peter Tolan. Oui, monsieur. Voilà, Peter Tolan, à qui on doit Rescue Me, entre autres, et The Larry Sanders Show. Et oui. Larry Sanders Show, c'est quand même quelque chose de... Vraiment, c'est une pépite absolument à voir. Et ça a été coécrit avec Matthew Perry, en 2008. Donc c'était avant Studio 60. Non, après, ça c'était après Studio 60 et c'était avant la pléthore de sitcoms qu'il a fait. Il a fait Go On et il a fait Mr. Sunshine. Il a fait Go On, c'est ça, il était dans Go On. Ouais. Go On, Mr. Sunshine. Oui, non, c'est Studio 16, c'est 2006. C'était 2006, ouais. 2006, voilà. Donc on est dans une période où
Mais Matthew se cherche à se détacher de l'image de Chandler. Hein, ça c'est un des rares rôles à contre-emploi parce que c'était pour Showtime en fait. C'est ça, c'est pour Showtime. Et dans le casting, on a aussi Martha Plimpton que vous avez pu voir dans Raising Hope, entre autres. Hein. Et on a Nate Torrence aussi qui se retrouve dedans et Dreama Walker. Et donc de quoi ça parle? Ça parle donc c'est une sitcom tu passes sur Dreama Walker, mais c'est Dreama Walker. Après, elle va trouver le succès avec Don't Trust the Bee in Apartment 23. C'est elle qui joue l'héroïne. Oui, le succès avec Don't Trust the Bee. Voilà. Hein. Oui, ok, mais quand même. Bref, ça parle d'un... J'aurais dû dire, là on l'a vu en série régulière, en fait. Voilà, plutôt. Pour elle, c'était un peu plus de succès, un peu plus de sous-sous dans sa popoche. On va dire ça comme ça. Donc ici, c'est un présentateur d'une émission de l'après-midi, hein, un host, comme on peut voir beaucoup aux États-Unis, sur une petite chaîne de la région du côté de New York. Et ce gars-là, il a l'air super gentil, toujours là pour aider, toujours là pour faire un don en son nom pour la Croix-Rouge, etc. Tout va bien, sauf que quand les caméras se coupent, le micro se coupe, c'est le pire connard au monde qui traite tout le monde un peu comme de la merde, mais il le fait pas... C'est Jimmy Fallon, quoi. Oui, c'est ça. Mais il le fait pas forcément gratuitement parce que on voit, bien entendu, que derrière tout ça, il y a tout un historique, un passé qui, en fait, l'ont un peu rendu super aigri, tellement aigri que, en fait, il re-regarde des moments de lui quand il était plus connu. Il regarde des personnes dont une présentatrice qui trouve absolument charmante, qui voudrait pouvoir un peu discuter avec elle, tout ça, mais il n'ose pas parce qu'il est bloqué, parce qu'en fait il se pense un peu moins bon que les autres. Et tout ça, en fait, il va une fois qu'il est chez lui, dans sa triste entre guillemets vie en dehors des plateaux, il va le partager parfois avec des prostituées qu'il va payer juste pour pouvoir discuter. Au point où certaines prostituées vont dire « Ah oui, c'est toi le bizarre qui veut juste parler. » C'est assez drôle. Il est entouré comme ça aussi de son assistant qui lui le trouve absolument génial. Il y a personne qui est mieux que lui, mais il le traite vraiment comme de la merde. Il va le traiter de gros, il va même le frapper. C'est vraiment la pire des raclures, mais c'est tourné et écrit d'une façon où tu te dis c'est un connard, mais en même temps dans ce que tu vois, tu te dis il y a un truc derrière à creuser, et malheureusement ça sera jamais creusé puisqu'il n'y a qu'un seul pilote. Il y a un truc à creuser vraiment pour que ce soit une série que j'aurais eu envie de suivre et voir un peu comment le personnage allait évoluer. Est-ce qu'il allait un peu devenir un peu plus sympa, ou est-ce que les choses allaient se retourner vraiment contre lui à chaque fois, parce que il est cynique, il est mauvais, mais il y a des choses qu'il fait qui finissent très souvent par se retourner. Le retour de bâton ne se fait jamais trop attendre, même si parfois on a un retour de bâton derrière pour un peu se venger. Et je trouvais que l'écriture était géniale, le jeu est vraiment très cool, les dialogues ça fuse, ça dure, c'est une petite demi-heure, même pas, et moi, tout ce que je voulais, c'était il est où l'épisode 2, quoi. Donc, je pense que je vais être frustré pendant toute la saison de Monsieur Seri and Friends, parce que je vous dis, je regarde plein de trucs là-dessus où je sais qu'il y aura jamais de suite. Et souvent, c'est parce que tout simplement, il y a soit pas l'argent, soit le public test ne répondait pas présent à la demande justement de ce genre de pilote. Tu cherches la frustration, quoi, volontairement. Mais ça fait des années que globalement, moi, ça m'intéresse en fait cette histoire un peu à l'arrière de tout ce qui est télé, les trucs qui ont raté, pourquoi ça a raté. Il y a des trucs qui sont évidents, tu sais pourquoi ça a raté, ça aurait pas pu marcher. Genre un des derniers trucs que j'ai regardé, c'est Movie Buzz. Et en gros, c'était un gars c'est un critique qui fait que des films B, de série B, mais qui, à un moment donné, il y a l'orage qui fait exploser le cinéma dans lequel il était,
Et lui aussi, il explose, une mouche explose, et finalement, tout le monde est fusionné en une mouche avec une tête de mec qui critique et revoit des films de série B. C'est n'importe quoi. Et des films qui existent réellement, c'est ça qui est... T'es en train de me dire que ça n'aurait pas marché? Non, parce que j'ai vu le pilote, et en fait, à la base, pourquoi pas, c'est complètement barré, mais c'est très très mal foutu. C'est très très mal foutu. Mais avec des vrais films des années 50 absolument dégueulasses, qui lui va critiquer ou redoubler en suédois parce qu'il a envie de redoubler en suédois. Donc, en fait, c'est Mystery Science Theater, mais avec un mec qui a muté en mouche, quoi. C'est ça, c'est ça, effectivement. Donc voilà, il y a tout ce genre de choses-là, mais bon, voilà. Moi ici j'ai retenu, dans tous ceux que j'ai cités déjà au début, The End of Steve, vous trouvez ça sur YouTube assez facilement. Et mais vous me direz ce que vous en pensez aussi. Est-ce que vous auriez voulu avoir plus de ça, ou finalement, non, c'était mauvais pour vous, quoi. Par défaut, oui, parce que en fait, surtout, j'étais au courant de l'existence du pilote quand il y avait une critique qui était sortie sur un site télé qui est toujours en activité et qui avait un tout petit peu plus d'activité alors, qui s'appelle The Futon Critique. Et ils avaient pas mal de critiques de pilotes qui n'avaient pas été pris. Et là aussi, se demandaient, vu la qualité du pilote, pourquoi Showtime avait passé dessus. Mais c'était aussi l'époque en fait où Showtime était vraiment en fin de cycle avec les comédies qu'ils avaient. Donc il y avait déjà Californication, Weeds, Nurse Jackie. Tout ça c'était en train d'être lancé et c'était déjà en train d'accuser un certain marasme. Donc je me dis, ça je l'attendais au tournant, et ça n'a jamais été commandé. Non. Jamais été commandé, donc c'est vraiment quand tu lances l'épisode, d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, quand tu regardes les épisodes, t'as toujours le petit message qui dit pas pour diffusion ou machin, et t'as même des trucs où c'est écrit UPN Network pour je sais plus mais je crois que c'était pour HUD, c'était sur UPN à la base, donc l'ancêtre de CW, un truc qui a rien à voir, et t'as des choses assez cool, et ça fait partie de l'histoire des séries télé, et moi c'est ce qui m'intéresse cette saison, et j'en profite que il y a la grève. Voilà. Donc mon cheval de bataille, ce sera ça, avec plein d'autres séries à la clé. Je regarde combien il y en a pour l'instant. Oui, 280 vidéos sur rien que cette chaîne-là. Ouais, dans ma playlist, j'en ai 512. Donc c'est un cinquième d'épisodes de One Piece. C'est jouable, je trouve. Oui, c'est jouable. Est-ce qu'il y a des versions Kai de ces épisodes-là? Déjà que la plupart des trucs qui sont postés dernièrement, c'était beaucoup de sitcoms, donc t'as quand même des trucs qui durent 25 minutes. Donc voilà. Mais après, t'as un truc qui, moi, j'ai pas encore regardé, mais qui s'appelle The Six Gun, donc qui est un espèce de western un peu trash de 2013. Là, on est plus sur 40 minutes. Donc ça se regarde assez facilement. Et parfois, on a de la qualité niveau image. Parfois, on a l'impression que la bande a été usée, ou alors retrouvée dans un cache converteur du fin fond de la Californie. C'est tellement, tu vois que ils ont bien fait de la sauver. Et je trouve que c'est cool d'avoir ce genre de truc qui sauve un peu l'histoire de la télé comme ça. C'est assez cool. Voilà. Donc c'était pour moi. Sarah. Moi, j'ai pas de reco. Ah non, c'est vrai, c'est pas non. Mais j'ai le. Ouais, j'ai le quiz, mais je crois que Flo et Quentin, ils ont le reco. À moins que vous voulez faire le quiz en attendant, mais c'est vrai que je suis parti là-dessus sans faire le quiz, donc je suis désolé. C'est pas grave. Vous voulez faire le quiz? On peut faire le quiz. On t'entend pas. Surtout montrer votre enthousiasme à la radio. Enfin, par contre, c'est facile. Je l'avais eu l'enthousiasme, mais j'avais pas de micro, donc. Voilà. Et quand tu fais ça, j'ai l'impression de voir le fermier dans les Simpsons là. Quand je relève le haut de mon chapeau, ça fait penser au fermier. C'est Clétus. Oui. Je peux pas, c'est impossible. C'est le fermier des Simpsons, Clétus. Mais c'est pas l'Écossais là. Il vient de traiter de bouseux là. Non, c'est l'Écossais, c'est oui, non. C'est oui. Ouais. T'as raison. Ouais, il y a plein de personnes. C'est parti pour un quiz spécial pirate.
Pour être Est-ce que vous avez déjà piraté? Pour être dans le... Si tu voles une voiture, c'est pareil. Vous ne tueriez pas un gendarme. Tu ne volerais pas une baguette. Tu ne volerais pas une voiture. Tu ne voles pas un DVD. Pas dans le casque, tu ne chierais pas dans le casque Tu d'un ne tirerais pas dans le casque d'un flic. J'ai jeté à sa femme. Et le voler ensuite. Alors, IT Crowd. comme d'habitude, on part sur 3 manches. Du coup, ça va être encore sur le principe de la... Elle se rend compte. Rien à voir avec le Québécois. Sur le principe de rapidité, je crois que la dernière fois, c'est Flo qui avait gagné la partie. Et la fois d'avant, c'était Fred. Donc il y a déjà voilà, il y a moyen d'aller chercher les 2 gagnants là. Ça n'a pas été facile parce que l'univers pirate c'est quand même assez restreint au final. Et hard, c'est un univers d'hommes. J'ai la voix cassée, c'est parfait pour Jeanne Moreau. Jeanne Moreau est un pirate. Captain Jeanne Moreau. Captain Moreau. Jack Morrow. On m'appelle tout aussi. Et c'est légende. Et c'est légende. Putain. C'est la légende de Tomorrow. Ouais. Oh mon dieu. Bon, je vais pas y arriver. Allez, c'est parti. La manche A. La manche 1 plutôt. C'est le qui suis-je. Alors, première question. Je suis un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois en 1904, qui a été créé par le Britannique James Matthew Barrie. J'ai commencé ma carrière sur les planches pour finalement rejoindre les aventures d'un certain Pierre en 1911. Dandy invétéré, je suis pourtant un des personnages les plus cruels et iconiques dans l'imaginaire de la piraterie. Je n'hésite pas à terroriser mon équipage et mes alliés à travers les 7 mers. Mais c'est ma mortalité qui me terrifie, incarnée dans les œuvres où j'apparais par des horloges constantes, ou un fameux crocodile... Ah oui. Quentin ? Ouais. Le Capitaine Crochet. Oui, c'est le Capitaine Crochet, bravo. Capitaine Crochet, du coup, qui se fait poursuivre par son croco, au son d'un petit tic-tac inquiétant. N'oubliez pas que c'est Tom Selleck qui joue dans le film. C'est pas... Ah non, c'est pas Tom Selleck, c'était... c'est The Snowman. Ah oui, c'est vrai. Je me suis dit pourquoi j'ai eu Tom Selleck en un coup. Il fout un peu. Tu vois pourquoi j'ai eu Tom Selleck? Oh, attends, avec l'intelligence artificielle, on pourra te le faire. On pourra te le faire. On pourra te le faire. Peu pour c'est impossible. Arrête, j'arrive plus. Alors, deuxième question. Je suis une bande dessinée, diffusée pour la première fois en 1942 en noir et blanc. Mon album Couleur paraît en 1943 en pleine occupation allemande et connaît un franc succès avec près de 30 000 exemplaires vendus. Mon histoire s'inspire des plus grandes épopées, allant de l'île aux pirates, des enfants du capitaine Grant, en passant par Robinson Crusoe. Je suis une des œuvres au niveau de détail les plus avancés pour l'époque, et pour ça, mon auteur s'est notamment inspiré directement de la flotte de Louis XIV. Si mon intrigue débute au marché avec un simple vol à la tire, mes personnages vont... Fred Tintin? Non? Ah non, il y avait un vol à la tire, mais C'est un vol à la tire dans un marché. Il me faut plus de détails. Je suis un album de bande dessinée. Ouais, bah oui, Rackham le Rouge? Non, c'est pas celui-là. Olivier. Olivier? Le secret de la licorne. Et oui, c'était le secret de la licorne. Ah mais vous cherchez un personnage, moi. Non, elle avait Je dit de suis l'album. une bande dessinée. Ouais, oui. Quand tu disais une bande dessinée, moi j'étais toujours sur le nom de l'œuvre, tu vois, donc, mais c'était pas le nom de l'album. Mais bon, j'y étais pas, c'est bon. Alors, du coup, si mon intrigue débute au marché avec un simple vol à la tire, mes personnages vont s'embarquer dans une aventure épique en découvrant ce message mystérieux. 3 frères unis, 3 licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront. Car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira la croix de l'aigle. C'était bien, pour Olivier, son premier point depuis le début des quiz, bravo. Le secret de la licorne berger. Obligé de le rappeler. Bah non, parce que c'est pas le seul, il y en a d'autres qui n'ont pas eu de points. Mais c'est toujours ça de prix. Oui. Alors, troisième question de la manche 1. Né en 1964 aux États-Unis, je suis un réalisateur et je commence ma carrière en faisant des spots publicitaires pour Nike ou encore Coca-Cola.
Mon premier film est produit en 97 par DreamWorks et raconte l'histoire d'une petite souris mignonne. Plusieurs de mes projets seront avortés. Vas-y. Gore Verbinski. Oui, bravo, Gore Verbinski, exactement. Exactement. Plusieurs de mes projets vont être avortés dès la fin des années 90, mais c'est au début des années 2000 que je connais mes premiers succès, avec notamment des remakes américains de films d'horreur asiatiques. On se souvient surtout de Gore Verbinski pour la trilogie du Pirate des Caraïbes, qui a relancé vraiment la mode des pirates à l'époque. Premier opus sorti en 2003, bravo. Bah, c'est bien, tout le monde a eu un point sauf Fred. Alors, j'ai failli 2 fois. C'est vrai, mais t'as gagné t'as gagné un truc. Manche 2. Alors, là c'était compliqué de trouver des titres en québécois, donc je vais vous poser des questions de vocabulaire pirate. On va voir si vous savez ce que ça veut dire. Voilà, alors ça va être soit très facile, soit très nul. Donc... Moi je dis, je suis con, ça veut rien dire. Alors, on commence par... c'est quoi le Jolly Roger? C'est un... Quentin. Ton prénom, vas-y. C'est pas un cheval, là. Jolly Roger, c'est le nom d'un bateau. Non, c'est pas ça. Fred? Ouais. C'est pas une proue? Non, c'est pas ça. Qui veut tenter? Olivier. Vas-y. Voilà. Non. Ça se rapproche, mais c'est pas ça. C'est le drapeau. Florian, un mouvement de bateau. Non, mais du coup, c'est Olivier qui l'a eu parce qu'effectivement, c'est le drapeau noir avec le crâne Mais oui. des pirates. Mais ça en s'appelle plus, le Jolly Roger. Ils en parlent dans Flying Death et du coup, ils font leur propre drapeau et il y en a des excellents. Très drôle. Alors, j'adore celui avec le cannibale là. Premier point. Deuxième question. Qu'est-ce que c'est qu'un boucanier? Florian. Quelqu'un qui fait du bruit. Quentin. Tu vois, Fred. je gaspille ça sur Devon, tu vois, c'est à quel point... Il y avait Quentin. Quentin, vas-y. Je dirais que c'est un pirate des Antilles. Oui, bravo, c'est ça. C'est un pirate qui vit dans les forêts des Caraïbes. C'est exactement ça. Merci Black Flag. La réponse de Flo, c'était un peu raciste, mais... C'est ça, c'est j'allais dire, Black Flag. Ah oui, ouf. T'allais dire quoi, Fred? Ah bah la même chose en fait. Ah bah très bien. Bah, écoute, c'est Quentin qui l'a eu. Alors ensuite, troisième question. Bâbord, c'est où? Quentin. Vas-y. C'est un éléphant. Je l'attendais. C'est à droite. Tu n'as pas dit ton prénom. Si, je l'ai dit. Alors, si. Non, mais si, il a dit son prénom. Vas-y, t'as dit quoi? J'ai dit c'est à droite. Non. Non, c'est à gauche. Ah bah du coup. Olivier. Ouais, mais attends, en même temps, tu mais non, quand il a dit ça à droite, je savais que c'était pas la bonne réponse parce que tribord c'est droite. Non, mais c'est ça, mais tu dis Olivier à droite. Donc voilà. Ce qui n'est pas. Non, mais en même temps, selon comment on se place, la gauche et la droite, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. C'est à l'avant gauche du bateau quand on se place. Comme Leonardo DiCaprio et Ken Winslet dans Titanic, c'est derrière elle. dans elle, dans la voiture. Alors c'est un deuxième point pour Olivier. Et il aurait peut-être pu la pousser dans l'eau directement. C'est le troisième. Eh oui, bravo. Attention, quatrième question. Que veut dire mouiller? Quentin. Quentin. C'est mettre le bateau à l'eau pour la première fois. C'est pas tout à fait ça. Est-ce que quelqu'un a une réponse plus précise? Non, c'est Olivier. C'est le laisser au port en fait. Il est. Non. Bah vas-y, continue, mais c'est. Ouh, t'es nul. Non, continue. Non, il me semblait que quand on le laissait le bateau au port, il. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on laisse le bateau au port? On fait quoi comme geste? Non, j'ai déjà répondu. C'est ça ce que vous êtes en train de faire. Quand on jette l'encre. Voilà, ça veut dire jeter l'encre. Ah oui, exactement. En fait, c'est garder le bateau en état stationnaire. Oui, mais moi, le titre que je cherchais, ça veut dire mouiller, c'est jeter l'encre. Ce point, il est pour personne. Voilà. Et la dernière. J'ai décidé. Voilà. J'étais quand même dans l'idée, quoi, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais. Oui, mais je t'ai accordé le point précédent, t'avais pas dit ton prénom, donc on peut pas tout avoir. Ok. Alors, dernière question, c'est quoi la bamboche?
Olivier, Vas-y. c'est la fête. C'est génial. Un Fred. C'est la fête. Oui, mais je veux plus de détails. C'est que du bonheur. J'accepte. Attention, la bamboche. C'est terminé. J'accepte vos deux réponses et je vous donne un demi-point chacun. C'est plus précisément une beuverie, en fait. C'est pas juste une... c'est Est-ce vraiment que toutes les fêtes ne sont pas des beuveries? Ah bah, bon, en Belgique peut-être, mais pas dans tous les Non, pays. parce oui, que sans attends, alcool, nous, la c'est fête est vivre. plus folle. Alors, donc un demi-point pour Quentin, un demi-point pour Fred. Attends, c'est bon, je me casse. Alors, La charité, quoi. Ça, L'aumône c'est du une poids. blague. Une blague très, très bien pour les podcasts audio. Ah oui, donc à venir sur Twitch, Voilà. hein, pour nous suivre sur Twitch, Monsieur Série, ou sur YouTube, Monsieur Série, Sur et aussi Lorraine. parfois les replays. Ah oui, Twitch Lorraine, bien entendu. Bien sûr. On On t'entend t'entend plus, plus Sarah. parce que tu as coupé ton micro. Oui. J'ai l'impression d'être en réunion au bureau là. Tu es en mute. putain, c'est long. Tu le fais en mime. La troisième C'était manche au exactement Time's Up, ça, c'est la le mime. troisième manche, c'était en plus c'est les génériques humés, donc il aurait fallu que Ah, vous bah, veniez j'aime en bien. mute. C'était parfait. Alors, Joli sur les lèvres. Compliqué. c'est une prouesse. Ouais. Je J'ai pas dit. pensais pas à ces lèvres-là, du coup. Oui, moi non plus, c'est ce que je veux dire. J'ai pas dit quelle lèvre. Les talons génériques cachés. humés. Alors, générique ou chanson d'univers lié à des pirates. pirates. Alors, le premier. Quentin, Quentin, vas-y. en suivant l'année de Peter Pan. Oui, c'est ça exactement, c'est Peter Pan. Bravo pour Ah, la file Quentin indienne qui... par en suivant le Nil. La file indienne, Non, mais Non, non, c'est pas en sur le suivant le Nil. Nil, mais c'est effectivement mélangé, la file c'est pas- indienne, nous marchons La en file indienne, chantant. ouais. Tout à fait. Le Nil, les Deuxième. Indiens. Bon, ça vogue, hein. Pas du tout. Strike the pose. Ça n'a aucun sens. Strike the pose. Ça vogue. Je cherchais un truc avec Madonna, moi. Je suis restée sur les Oh, c'est pirates, bien, oui, pas du mais tout c'est- sur les Indiens. C'est à peu près ce que j'ai fait là, comme ça. C'est Madonna à peu près. Madonna, à peu C'est mon près. dono. C'est mon dono. Tu es si Allez. Deuxième générique. Bon, ça va, celui-là va aller vite, je pense. Quentin. Oui. Pirates Slide From Me. Ah, mais ça C'est le vient. film, c'est ça? Ah bah c'est Bah. Pirates des Caraïbes. Et oui. Bravo, Quentin, c'est bien. Pirate. Tiens, vas-y, chante le temps que je me rappelle de la troisième. Allez, démerde-toi avec ça. Ah, tu fais ça en anglais, c'est bien. Ouais, il fait un peu J'ai avec fait l'accent de beaucoup Pee-wee en Pirates des fait. Caraïbes à Tu fais- Ça Disney, fait très donc, Pee-wee Herman Pirate en fait. J'aime bien ce concept. Bravo. Il y a un Allez, côté Gremlins dernier qui chante générique. EO, quoi. ça me va, ça me va. Dernier générique avant que je l'oublie. Allez, c'est parti. Personne ne l'a? Merde. Non. Bah non. Ça me dit quelque chose, mais là, comme Putain, ça, moi, je m'attendais à ce que tu me sortes Albator, mais... Albatar. Bon. Bah, mais c'est pas Albator. Non, c'était pas Albator et je suis un peu dégoûtée parce que je pense que si Mathieu avait été parmi nous, il l'aurait trouvé tout de La famille suite. pirate. C'était le générique de La Famille Pirate. Bravo les Que je sériphiles. ne connais pas. Bonsoir Mathieu. Ouais. Non plus, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Si, si, Mathieu, je il vois, a mais dit qu'il le générique, je connaissait vois pas pas. Non. Non, Ah, je moi... croyais Non, que tu si, si, disais- Non mais c'est ça, je ne le connais pas. C'est une spéciale dédicace à Mathieu. Parce que, J'ai cru Ah, qu'il là, avait dit, je- mais c'est pas Je grave, l'ai c'est entendu gasper de loin. Oui, oui. ça. Voilà, donc un point pour Mathieu parce qu'il aurait eu, mais il est pas là. Il n'est même pas là, il y a 2 points. Allez, alors du coup,
Ce mec est une fraude. On fait le bilan calmement. Quentin, tu as 4 points et demi. Bravo Quentin, pour l'instant tu es en tête. Fred, tu as un demi-point. Ouais, je l'aime bien. Tu n'es pas très pirate, c'est un peu décevant. Non. Flo, tu as un point, c'est bien, tu as sauvé l'honneur. Et Olivier, il a ses 3 premiers points. Tu prendrais peut-être un demi ? Ah oui. Non, je ne veux pas. Tu prendras bien demi. Oui. Bravo Olivier. Oui, il est très demi. Mais c'est Quentin le gagnant. Bravo Quentin, le plus pirate des pirates. Félicitations. Le Voilà. barbershop. Ah ouais, Il a même le chapeau qui danse. C'est très creepy ce qui est en train de se passer. C'est très creepy, effectivement. C'est tellement creepy. Comment je vais pouvoir enchaîner là-dessus? Franchement, hein. Si, Strange, Creepy, Strange Planet, c'est pour toi, Florian. Et c'est aussi pour Sarah. Ouais. Voilà. Reco à 2. J'espère. Coco, quoi. Rococo, oui. Bonsoir à Coco, le film de Pixar, et au Parti communiste français. Donc, Strange Planet. Oui, pourquoi pas. Ouais. Strange Planet. Oui. Qu'est-ce que c'est? Mais on attend. On attend que tu nous en... C'est à moi d'enchaîner du coup. On attend. C'est une série d'animation de Apple TV+, qui est diffusée depuis début août, qui est adaptée d'un comic book de Nathan Pyle, qui fait aussi la musique du générique, parce que ce monsieur sait apparemment faire pas mal de choses, et il a été cherché en producteur exécutif, quelqu'un qui est bien connu des fans de séries et des séries d'animation, puisqu'il s'appelle Dan Harmon, donc créateur. Oui, parce qu'en même temps, Dan Harmon, il a perdu son copain de jeu qui est un gros connard, donc forcément il a été chercher quelqu'un d'autre. Le Dan Harmon continue aux manettes de Rick et Morty, tout seul, et il est également accessoirement créateur de Community. En fait, l'idée c'est d'avoir une sorte d'anthologie autour d'aliens assez mimi, et un tout petit peu suivant un tout petit peu une petite série de personnages à chaque épisode, qui ont un tout petit peu des conflits, soit des problèmes de communication, soit des problèmes pour partir à l'aventure, et c'est honnêtement, je pense que c'est vraiment une série qui, moi, m'a un tout petit peu moins emballé que le reste des séries d'animation de Apple TV+, parce que bon, j'ai beaucoup aimé Harriet the Spy, et L'Île des Formes, mais j'ai quand même beaucoup aimé l'esprit l'esprit un tout petit peu de l'univers, puisque c'est un tout petit peu une satire sociale sous couvert en fait de parler d'un peuple alien. Il y a pas mal de trouvailles au niveau, il y a pas mal de pléonasmes en fait qui sont faits au niveau du langage, et Sarah est en train de se barrer, donc je suis un tout petit peu mal barré pour la suite de Marocco. Tu m'entends? Non. On m'entend pas du tout. Bon. Et en termes, pourquoi il faut la regarder, c'est vraiment en termes vraiment de développement d'intrigue, c'est quelque chose qui est assez touchant. Et c'est quelque chose qui m'a rappelé, on va dire, les grandes heures de Community, puisque autant la famille de Rick et Morty, en fait, les Sanchez sont très très dysfonctionnels, et donc du coup sur certaines saisons, certains épisodes, en fait, on peut sortir de certains épisodes assez tristes ou assez déprimés. Ceci en fait donne le côté un tout petit peu positif du dysfonction et de l'apprentissage. Il y a beaucoup de découvertes, et il y a beaucoup d'aventures qui se font d'épisode en épisode. Donc voilà, je pense que c'est une série qui, je pense, va passer assez inaperçue au niveau... C'est sur Apple TV. Mais en fait, comme elle est diffusée là en plein été, elle a été un tout petit peu moins promue en fait que les séries d'été, donc par exemple la deuxième saison de Invasion ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est loin d'être un ratage. Je trouve que c'est assez touchant. Moi j'ai vu 4 épisodes, donc j'ai trouvé ça
surtout assez mignon. J'ai pas trouvé ça super marrant parce qu'en fait, au fur et à mesure, en fait, le langage qui est fait de pléonasme en fait, donc terrestre, c'est-à-dire pour dire merci, ils disent gratitude. Il y a pas mal de choses ils disent génitrice pour mère ou des choses comme ça. Oui, on dit aussi ça, non ? Non, mais il y a ça, mais là c'est spécifique. C'est spécifique. Ils sont sur les langages spécifiques tout le temps. Et au départ, c'est un tout petit peu cute, mais après, ça finit un tout petit peu par me saouler à titre personnel. Donc après, je sais pas comment Sarah a perçu la chose, mais voilà. Moi, j'ai vu 4 épisodes, Sarah est à jour. Ouais, moi je suis à jour. En fait, c'est un webcomics à la base qui a ensuite été adapté en BD par Nathan W. Pyle. Moi j'attendais énormément cette série parce que j'adore ce webcomic et du coup c'est vrai que le format strip marche très bien. Pour la série, je suis un petit peu déçue. Alors, c'est très mignon, mais c'est assez compliqué à suivre malgré tout. À la fois avec les pléonasmes, ça va très très vite. Donc, même pour quelqu'un de bilingue, il faut vraiment avoir le cerveau entièrement concentré sur la série pour tout comprendre parce que tu perds quand même toujours une demi-seconde de compréhension. Et l'autre truc aussi que je trouve, alors les persos sont tous très mignons, mais sont difficilement identifiables parce qu'ils se ressemblent quasiment tous. Il y en a juste quelques-uns qui ont un ou deux accessoires. Et donc du coup, parfois pour suivre le fil rouge ou les intrigues, t'es un peu paumé parce que tu sais pas qui est qui. Tu sais pas si... Enfin voilà, donc je sais pas si c'est fait exprès. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué de suivre la série et ça gâche un peu le côté justement spontané et fun du comics en fait, qui du coup, comme c'est toujours des petits... Enfin, c'est 4 cases. 3-4 cases maximum à chaque fois, donc c'est des micro histoires, où c'est juste du jeu de mots, c'est pas un fil rouge d'un épisode complet. Donc bon, voilà, maintenant je regarde quand même parce que c'est sympa, et puis moi c'est une petite série que je regarde avant de dormir, donc j'attendrai quand même la suite. Et c'est vrai que là, dans les derniers, j'ai enfin commencé un peu à m'attacher aussi aux personnages. J'avais même pas compris en fait que c'était des personnages récurrents, tellement c'est compliqué de les identifier. Donc maintenant, voilà, au bout de quand même de 3-4 épisodes, on comprend enfin que c'est des persos récurrents, il y a des petites histoires mignonnes, donc c'est fun à regarder. Après, moi je connais pas les autres séries Apple TV en termes d'animation, donc c'est vrai que j'ai été quand même agréablement surprise. Bon, Dan Harmon, moi ça me l'avait vendu aussi direct, donc voilà. C'est vrai que ça aide aussi pour les personnes qui ne connaissent pas la BD d'avoir un nom un peu plus connu, surtout dans le niveau animation ces derniers temps, quoi. C'est clair. On en a beaucoup, entre Fred et moi, on a beaucoup parlé du line-up animation, mais c'est vrai que tu passes derrière énormément de qualité. Central Park, je trouve ça vraiment de qualité super solide. Ariel Spy, pareil. Toute la franchise Snoopy est une réussite totale. Donc c'est en fait quand il y avait aussi la princesse et le poney. J'ai le livre en fait pour enfants, mais ils en ont fait un. Oui. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Et il y avait l'île des formes dont j'ai parlé ce printemps. Donc et donc lorsqu'il y a quelque chose qui est un tout petit peu plus, un tout petit peu moins scali dès le départ, en fait, ça se ressent tout de suite. Mais ça reste quand même une série super solide, hein, franchement. Ok, très bien. Donc ça c'est sur Apple TV+. Et donc tu restes dans l'animation. Tu veux parler rapidement? Très rapidement, je vais parler d'une série française qui a été produite. C'est Xylam Animation et c'est produit en France avec des Français, mesdames et messieurs. C'est produit en coproduction avec les Allemands de Super RTL qui le diffusent chez eux et c'est surtout produit pour Netflix et ça s'appelle Karaté Mouton. Karaté Mouton, c'est trop bien. Et oui, et c'est vraiment trop bien. Donc Xylam, c'est le même studio qui a fait Oggy et les cafards et les Zinzins d'espace, et plein de séries animées en fait ces dernières années. C'est ça. Et donc en fait là, ça reprend vraiment le format le format cartoon avec plusieurs segments. Donc c'est un troupeau de moutons, un troupeau de moutons en fait qui est géré par Tricot. Voilà, Tricot sans le T en fait, qui est le gardien du troupeau. Et Vanda qui est également une brebis en charge de garder le troupeau, sauf que la particularité de Vanda, c'est qu'elle connaît le karaté. Et donc ça... She knows Kung Fu. She knows Kung Fu.
Shinos Kung Fu. Ouais, et c'est toutes sortes de délires en fait sur comment déjouer les plans du loup en fait, qui va à chaque fois essayer de manger les moutons. de manger les moutons. Donc le principe est super simple. Ça me rappelle un tout petit peu un cartoon des Looney Tunes avec Chuck Jones. En fait, c'était Sam et un coyote en fait qui s'appelait. Ouais, bref. Je n'ai plus le ton, mais en fait l'animation est flash. Il y a énormément d'idées au niveau du storyboard en fait, donc c'est un cartoon en bonne et due forme. Il y a toujours il y a toujours une idée principale. Donc par exemple, ils décident de faire un match de foot et ils sont infiltrés par le loup. Ils décident Tricot décide de se mettre du parfum et ça crée toutes sortes de délires. C'est vraiment des idées très très simples à partir duquel en fait ils tirent vraiment énormément d'énergie. Pour moi c'est aussi une réussite créative totale en fait, parce qu'il y a énormément de gags à la seconde. Il n'y a pas de parole en fait, c'est des choses qui sont totalement muets, ça respecte totalement l'esprit cartoon, et moi je suis carrément en manque en fait de cet esprit cartoon à l'ancienne en fait. Et la saison 2 vient de débarquer sur Netflix il y a une petite dizaine de jours. C'est ça, 13 nouveaux épisodes, c'est 22 minutes, 2 ou 3 segments par épisode, ça passe tout seul. Et c'est vraiment une énorme réussite. C'est une énorme réussite en fait dans le line-up d'immersion, tout simplement. Ouais, et le niveau animation, ça va vraiment à 200 à l'heure, quoi. C'est, t'as pas le temps de t'ennuyer vraiment. Je plus vois ça, et puis mes filles adorent Karaté Mouton aussi. C'est vraiment très très cool. Ça, à côté de Cuphead, Netflix commence à avoir des bons trucs. Je pense que malheureusement, enfin, Cuphead, va falloir y faire une croix dessus, mais en fait, ils ont toujours pas annulé officiellement la série. Mais ils avaient produit 3 saisons qu'ils ont tout diffusé. Donc ça me semble si c'est pour venir dire des trucs aussi horribles, faut pas venir dans les podcasts, monsieur. Ah ben oui, moi je suis l'oiseau de mauvais augure, moi. Je suis un corbac. Faut nous laisser avec nos espérances. Corbac McCarthy, auteur. Oui. Et donc on disait qu'elle Shinos Kung Fu. Kung Fu, ça nous guide vers Quentin avec Into the Badlands. Into the Badlands. C'est pas la même chose. Into the Badlands. C'est là on reste sur les moutons, quoi. J'en reste chèvre. Alors, plus précisément pas les champs de coton. Non, Into the Badlands. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, justement, comme je disais pendant que je parlais de One Piece, qui est un univers multiculturel, multiethnique, avec pas mal de fights et de samouraïs, et un côté un peu intemporel comme ça, avec du mystique au milieu. C'est exactement Into the Badlands, et ça m'a rappelé cette série qui était un peu... soit passé sous les radars, soit conspué, soit un petit peu méprisé. On en a pas mal parlé dans Monsieur Seri and Friends, surtout avec Elodie, effectivement, ouais, parce que je trouve très 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 classieuse cette série. Oui, voilà, c'est une série AMC, donc ceux qui ont fait Walking Dead. 5 ans après le début de Walking Dead, en 2015. On sent clairement le fil, l'envie de surfer sur ce filon post-apocalyptique, mais de manière très quali. Globalement, on est dans un univers donc post-apocalyptique, donc c'est dans 500 ans dans le futur. Au niveau géographique, on est entre les montagnes rocheuses et la vallée du Mississippi, donc on est très centre, vieux sud. Donc on va retrouver toute l'architecture un petit peu comme ça, autant n'emporte le vent, avec les grosses maisons en colonnes blanches, etc. En gros, il y a eu des guerres, on ne sait même plus de quand elles datent. Il n'y a plus de pétrole, il y a du pétrole et de l'énergie. En gros, il reste des motos, donc on est dans un univers. Merci. Et des tractions avant, donc on est dans un univers comme ça, avec une esthétique assez steampunk, avec des persos assez samouraïs. Dans une organisation de société post-féodale, où on va avoir des barons et ce qu'ils appellent des clippers, donc des tueurs, c'est leurs samouraïs en fait, et donc des guerres de clans comme ça, où les différents barons se font des guerres de territoire, notamment à travers la culture de pavot ou d'autres cultures pour se combattre là-dessus. Culture de la betterave, au milieu de ça Et au milieu de ça, tu as donc un gamin qui est retrouvé comme ça dans un coffre,
qui a été enlevé par des malfrats sur les ordres d'un baron parce qu'il a des sortes de pouvoirs et il a un médaillon qui dessine une mystérieuse cité. Or, le Clippers le plus redoutable des Badlands est chargé de retrouver ce gosse, et quand il voit le médaillon, ça lui rappelle de là où il vient, parce qu'il a été enlevé de force quand il était enfant, enrôlé de force là-dedans. Donc et voilà, c'est toute cette histoire qui va se tisser entre eux deux. Donc on a un petit peu des cités d'or, on a pas mal de kung-fu. C'est un peu filmé, si vous avez vu The Grandmasters, comme ça, des trucs un peu grandiloquents, sous la pluie au ralenti, avec des sabres. Et ça a le bon goût de filmer les combats en grand angle, donc on voit bien comment ça se tape. Ça n'hésite pas. C'est bien. Oui. On arrive à lire les combats. On arrive à voir les combats, et vu comme ils sont bien chorégraphiés et bien exécutés, ça fait plaisir. C'est très très esthétique, et on n'hésite pas à assumer le côté câble à la Tigre et Dragon. Ça virevolte dans tous les sens, mais c'est pas grave. Et voilà, et tout se tient bien, et ça m'a fait plaisir de me rappeler de cette série grâce à One Piece, parce que je suis replongé dedans. Je l'avais jamais fini, donc là je me suis remis dans la saison 1. Et vraiment, voilà, moi de toute façon, samouraï en moto avec un trench coat en cuir et un sabre dans le dos, voilà, en mode steampunk, voilà, c'est bon, je suis déjà vendu, c'est trop bien. C'est le trench coat en fait qui t'attire plus que les sabots. Non, c'est le mélange, c'est tout en fait. Le gars est trop classe en fait, c'est incroyable. Il y a ce côté, c'est ça, c'est vraiment la mise en scène, même toute l'imagerie, il y a vraiment un côté classe. L'univers, très manga en fait. C'est assez manga, ouais. La construction de l'univers est tellement foisonnante, riche et assumée. On a quand même dedans Stephen Lang qui faisait le méchant dans Avatar, et qu'on a retrouvé dans Don't Breathe, qui faisait le vieil aveugle, Daniel Wu qui fait le héros, donc le samouraï finalement, qu'on a vu dans Westworld dans la saison 4. Le casting n'est pas blindé de grosses têtes d'affiche, mais tout le monde fait très très bien le job. Et alors bon, là, une petite réserve sur le son numérique, mais on est chez AMC, ça coûte moins cher à faire. Et ça se voit un peu trop des fois. Ça tâche moins. Bah voilà. Mais il y a tellement de qualité graphique et esthétique, et puis l'univers est tellement sympa en fait, tellement cool à voir, que voilà, je vous conseille Into the Badlands, c'est vraiment très chouette. Par contre, tu le conseilles, mais parce qu'en Belgique, on trouve nulle part niveau service de streaming, mais en France, on le trouve quelque part. Oui, j'ai la réponse. Série Club. Et Série Club est en train de rediffuser les saisons 2 et la saison 3. Et Sisplay pour les abonnés, donc les abonnés à Série Club peuvent avoir en replay, malheureusement, la saison 2 et la saison 3, mais pas la saison 1. Henri. Ok, très bien. Il y a Sinon, Nick il est Frost aussi en pardon, Blu-ray. à partir de je ne sais plus quand, mais il y a Nick Frost. La saison 2. Voilà. Mais en tout cas, on peut les trouver si on cherche bien en Blu-ray, voilà, les saisons. Après, à des prix... Voilà, hein. Mais bon, ça peut se trouver. Il y a moyen, comme dirait l'autre. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire niveau recommandations. Et voilà, il y a de quoi faire. Hein. Donc One Piece, vous pouvez y aller, vous pouvez jeter un coup d'œil, ou voilà, vous savez ce que l'on en pense. Il y avait donc The End of Steve qui se trouve sur YouTube, qui est un pilote non vendu. On a aussi donc voilà Karaté Mouton. À chaque fois c'est ça me fait rire à chaque fois le titre, mais bon, ça va bien avec la série qui est derrière. Voilà, Karaté Mouton. On a Strange Planet sur Apple TV+, et donc Into the Badlands, où vous pouvez donc sur Série Club ou autre. Hein, ça c'est débrouillez-vous, mais en tout cas voilà, ce sont des choses à regarder pour les prochaines semaines, et on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Je vais juste demander le mot de la fin à Sarah. Chapeau. Ah bah oui, chapeau. Quentin. Je n'avais pas préparé celui-là. Cornichon. Ouais, bah ouais. Florian. Pillage. Bien. Olivier. T'es en mute. C'était pour mettre un peu de suspense. Chip Cats. J'ai découvert l'existence des chats moutons. Les chats moutons. Aujourd'hui. Oui. Voilà, oui. Je suis en train de rechercher des chips en forme de chat. Voilà. Je comprenais pas. Chips. Et je trouve ça trop mignon et je m'en remets pas.
Bah oui. Et en plus, vous avez parlé de Karaté Mouton, donc du coup, voilà. Ouais, ça sera toujours mieux que Karate Dog. Cherchez, vous allez voir. Il y a John Voight dedans. Le pauvre, il avait des impôts. Et moi, bah, je dirais élastique. Voilà, tout simplement. Ah, Karate Dog. Karate Dog, il faut voir ce film-là, tu verras. Avec Chevy Chase en plus, super. Ah, il y a tout qui est bien dans ce film. Bref, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous parler des séries. La semaine prochaine, ce sera phase B. Et en attendant, ben, on vous souhaite de bonnes séries, une bonne soirée, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Et surtout, bonne journée. Wow. Oh, wow.